Et je pense que les gens sous-estiment la puissance des humains. Vaut mieux avoir 100 personnes qui t'aiment, donc qui t'aiment vraiment, tu vois, que 100 000 personnes qui te likent. Les problèmes qu'on a de manière récurrente sur les agents IA, c'est effectivement le manque de précision. Et justement, je suis curieux d'avoir ta vision justement sur est-ce que c'est une révolution à ce point-là, les agents IA, selon toi? Et je pense que la différence entre les personnes qui réfléchissent trop, qui se trouvent des excuses, que ce soit dans la vie, mais surtout dans le business, ils avancent jamais, tu vois. Même 100K par mois, à mon avis, c'est rien, même 1 million par mois, c'est rien, tu vois, parce que ça dépend avec qui on se réfère. Donc quand je travaille, je coupe les réseaux sociaux, je mets mon téléphone à un autre endroit, classique. Une dizaine de cafés par jour tous les jours depuis des années. On a réussi à vendre entre 20 et 30 jours. Déjà, on est le 21, je pense qu'on va monter encore plus jusqu'à la fin du mois, on verra bien. Donc ça fait quelques dizaines de milliers d'euros. Je te pose la question après de définir un peu, on va dire, ce que tu fais et qui tu es. Mais avant ça, à chaque fois, la première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi, on va dire, la chose qui a été game changer pour toi la semaine dernière dans ton business? C'est être une brute. Être une brute dans Ok. le sens où, euh, d'accord, tu as un plan, tu as des stratégies qui sont définies, okay, tu as des inputs définis, mais dès qu'il y a des problèmes, tu passes dessus. Toi, tu réfléchis pas, juste avance. Ok. Et je pense que la différence entre les personnes qui réfléchissent trop, qui se trouvent des excuses, que ce soit dans la vie, mais surtout dans le business, ils avancent jamais, tu vois. Et du coup, il y a des paliers que tu vas jamais passer. Tu vois, typiquement, tu vas peut-être stuck à 5K si t'es freelance classique, mais passer à 10, voire plus, ça va être beaucoup plus complexe, surtout si tu te poses plein de questions. Mais si tu vas comme un bourrin, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est quoi la limite à ça? Parce qu'en soi, oui, enfin, je veux dire, je peux pas être contre ça et je peux que être d'accord. En vrai, il te faut de la strat parce que bon, tu vois, tu me diras après, Ouais, mais t'as quand même clairement. choisi la bonne niche avec les agents IA, c'est ce qui t'a fait exploser. Tu vois, t'as fait Ouais. du contenu sur YouTube, c'est ce qui t'a fait exploser aussi. Pour ça, t'as quand même dû, on va dire, réfléchir. Genre, jusqu'à où tu dois faire la brute et à quel moment tu dois dire, ok, en fait, là, je me pose et quand même, je fais un peu de strat, entre guillemets. Je pense qu'il faut faire de la strat de manière récurrente. C'est ce que je disais à mon associé, que tous les dimanches, on se pose 1 heure, tu vois. On prend une feuille de papier et on note les différents éléments qui sont cruciaux. Mais que c'est surtout au quotidien, tu vois. Genre, tu dois toujours être en mode à l'attaque. Et quand tu as des problèmes, tu dis, ok, c'est quoi les solutions? S'il n'y a pas de solution, c'est pas un problème, tu vois. Tu passes à autre chose. Et je pense que c'est plus une mentalité que de se dire un pourcentage de stratégie et un pourcentage de all-in et d'attaque. Je sais pas Ouais, non, si mais je suis j'étais clair. d'accord. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est genre, t'es une brute, on va dire, tu get things done, enfin, juste, ok, t'as tout, Ouais, tu la c'est défonces exactement une ça. par une, mais constamment, t'as toujours ce recul de qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais, tu vois. Alors, bon, faut pas que ça soit, faut pas que t'aies ça constamment dès que tu fais un mini truc, mais tu peux être une brute, mais au fond, tu sais que, on va dire, ça s'aligne comme à ta stratégie, tu vois, et tu fais pas les trucs Ouais. en bêtement, entre guillemets. Je pense que concrètement, la stratégie, c'est intéressant à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est se dire la règle des 80-20, ok, voire même 80-20 appliqué 2 fois. Ok. Et tu te focuses uniquement sur ce qui a un impact. Premier élément. Deuxième élément, c'est au niveau de la vision, tu vois. Parce que mine de rien, même si tu travailles tout le temps, si t'as pas de vision, c'est pas vraiment intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et c'est que le 80-20, j'ai lu le livre du coup récemment de 80-20, et le gars explique qu'en fait, tu peux faire à chaque fois du coup des puissances du 80-20, et du coup, genre, Ouais, toi t'as dit 2 fois, exactement. mais il dit qu'en fait, tu peux aller jusqu'à 6-7 fois si à chaque, on va dire, Ouais, si t'as vraiment de la donnée pure en mode, tu prends le 80-20, après tu reprends le 80-20 et tu vas là jusqu'au fond. Alors après, bon, forcément, c'est un peu une limite, parce qu'à la fin, t'as plus ouais, grand chose, on va dire, mais ouais, c'est enfin, ouais. 100%. Tu vois, typiquement, dernier dimanche que t'as fait avec ton associé, ça ressemble à quoi un peu vos discussions et les choses que vous avez mis sur le papier? Ce qu'on a mis sur le papier, c'est clairement les endroits où ça nous rapporte des clients, quels sont les leads qu'on doit relancer, quels sont nos bottlenecks au niveau de la façon dont on délivre. Ok. Parce qu'en fait, dans notre métier, aujourd'hui, je sais quels sont les 2 bottlenecks principaux qui vont empêcher un client, enfin il y a 3 bottlenecks. Bottleneck numéro un, c'est effectivement potentiellement le prix. S'il n'a pas d'argent, bon, on ne vient Ok. pas, on travaille pas pour lui. Premier élément, normal. Deuxième élément, c'est tout ce qui est données, dans le sens où si on traite des données qui sont confidentielles, tout simplement, on ne peut pas les envoyer à l'IA. Typiquement, en général, tu crées des systèmes, ok, tu envoies les données à l'intérieur du système dans des LLM. Ok. Mais les LLM, bah, si tu envoies des données privées, en théorie, bah, c'est pas légal. Il y a cet élément-là et il y a aussi l'élément de sécurité. Donc on sait que bah, par exemple, si notre client se fait pirater, bah, potentiellement on peut être en porte-à-faux. Ok. Donc ça, c'est 2 éléments sur lesquels on va devoir travailler dans le sens où bah, soit on embauche des mecs dans la cybersécurité, des avocats dans le RGPD. Alors je suis pas un expert dans le domaine, mais je vois à peu près comment ça se passe. Soit on apprend par nous-mêmes ou un mix des deux.
Ok, très intéressant. Alors, avant, juste que je te pose la question plus technique, parce que forcément, j'ai envie un peu d'aller creuser ces sujets-là. Est-ce que tu peux faire un peu de contexte pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors du coup, je m'appelle Quentin Gavilla et moi et mon associé Benoît, on a une agence de développement spécialisée dans l'IA. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des agents IA, des automatisations et des backends de SaaS. Donc notre stratégie effectivement pour délivrer, c'est que premier élément, on va cartographier les différents pôles métiers de l'entreprise. Ok. Une fois qu'on a pu identifier les différents métiers, on va voir leurs différentes tâches. Donc comment est-ce qu'ils font pour réaliser leurs différentes tâches au quotidien, passer du point A au point B. Ils font tel élément, tel élément, tel élément, tel élément, dans tel séquencement. Et à partir de ce moment-là, on sera en capacité de se dire, ok, on met un agent IA, ou on met une automatisation, ou un mix des deux. En fait, il y a le déterministique et le non déterministique. Le déterministique, c'est quoi? C'est le no-code, le low-code ou le code, ok, où on est certain, tu vois, qu'on fait un code et que le truc, il va passer. Le non déterministique, c'est quand on rajoute des LLM. Ok. Pourquoi? Parce que les LLM, ils ne sont pas totalement précis. Qu'on se dit soit on fait ça, en fonction des tâches qu'on doit automatiser. Voilà. Donc concrètement, on fait des automatisations et des agents IA pour des entreprises. Ok, très intéressant. Parce que justement, pour mettre un peu de contexte de pourquoi je t'ai invité, en gros, alors, je pense, on se connaît déjà, ça fait peut-être presque un an, je pense qu'en vrai, Ouais, qu'on je se pense que connaît, c'est un an. on a pas mal évolué. Au début, je sais pas ce que alors, on a fait un peu de la lead gen à un moment avant. Alors, avant, toi, t'avais fait du e-com et t'avais fait d'autres choses, etc. Ouais. Et c'est que je trouvais intéressant de t'inviter maintenant parce que, on va dire, récemment, t'as lancé, on va dire, enfin, t'as trouvé la niche, on va dire, IA, etc. T'as été un des premiers, je pense, à faire des vidéos YouTube dessus. Enfin, Ouais. pur, on va dire, vraiment En très France. technique, agent IA. Et en fait, tu nous parleras, on va dire, de tes chiffres et de ce que tu veux dévoiler, mais ça allait quand même très très fort, très vite pour toi. Parce que, enfin, là, c'est toujours une question de timing. Enfin, tu vois, à chaque fois, l'importance, tu as du bateau dans lequel t'es. Certes, t'as été bon, t'as bien bossé, comme on va dire beaucoup de gens l'ont fait, tu vois, ils le font toujours. Par contre, t'as été exactement au bon endroit au bon moment, enfin, selon moi. Parce que là, du coup, en juste quelques mois, ton contenu, il a explosé, et tes demandes, du coup, ont explosé avec ça. Ouais. Et du coup, je trouvais intéressant, on va dire, de te parler justement à ce stade-là où, en fait, je pense que t'as pas encore tout défini. Il y a certaines choses qui sont un peu abstraites parce que ça allait vite. C'est quoi ta strat pour faire ça? Comment tu vas gérer ça? Et également parler un peu des agents IA parce que, bon, en vrai, on est à fond dedans. Et même Ouais. si l'IA a toujours été là, vas-y. Du coup, ta première question, c'était c'est quoi mon parcours ou c'est quoi Ouais, c'est vrai que je suis parti un peu loin. Ouais, bah, ton parcours dans les grandes lignes, à chaque fois, on va dire l'idée, c'est pas de revenir sur le parcours de bien l'invité, sûr. mais juste pourquoi on va dire, choisi de définir dans les agents IA plutôt que d'autres niches. Ok. Sachant que Alors, t'avais pas beaucoup de prédispositions dans les agents IA, en vrai. ouais. Alors rapidement, en fait, j'ai fait pas mal de prestations de services en marketing. Donc, bon, d'abord du e-commerce, mais c'est pas de la prestation de service. Effectivement, la vague dropshipping, bah, j'y étais bien après, donc au final, ça n'a servi pas à grand chose. Mais j'ai fait la prestation de services en marketing dans tout ce qui est euh, plus spécifiquement, effectivement, la génération de leads. Alors, ça a pas forcément bien marché. Par la suite, effectivement, on s'est lancé dans plus tout ce qui est développement, automatisation, IA et par la suite agent IA. Alors pourquoi on est passé sur les agents IA? Est-ce que c'est réellement puissant? Oui, totalement, et ça va être de plus en plus précis. Est-ce que ça répond à tous les besoins? Non, tu vois. C'est ce que je te disais juste avant, c'est que parfois on utilise beaucoup de workflows déterministiques, ok, qu'on va combiner avec les agents IA. Donc pour expliquer un peu c'est quoi des agents IA, c'est des sortes d'entités, des systèmes composés. Okay, donc, tu as une entité qui est connectée à un chat. Le chat, c'est le LLM. Okay, donc, typiquement, ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek. Ensuite, il a une mémoire. Donc, à chaque fois qu'il va réfléchir, il va stocker cette mémoire. Il peut la stocker directement sur le logiciel ou sur une base de données externe. Okay, et surtout, l'élément crucial, ce qu'on appelle maintenant depuis à peu près un an, je pense, les tools. Donc, c'est les outils. Donc, il va être connecté à des outils. Et ces différents outils, quand on va le paramétrer, donc le paramétrer, c'est tout simplement lui donner des instructions. On va lui dire utilise tel outil pour réaliser telle action. Okay, donc, ça, c'est les agents IA. Ça marche très bien, mais il y a quand même pas mal de configuration et de développement à faire pour que ça puisse s'intégrer réellement dans les process d'une entreprise. Et c'est là tout notre défi aujourd'hui. Voilà. Ouais. Parce que justement, concrètement, en vrai, c'est quoi la différence, mais si tu l'as un peu expliqué, entre une automatisation et un agent IA? Parce qu'en fait, la différence est quand même très fine. Et dire, je peux faire des séquences complexes sur Make, en mode je mets du LLM, je mets du ChatGPT, etc. C'est quand même pas un agent IA, alors que sur le papier, ça Ouais, pourrait y ressembler, tu vois. Est-ce que tu as une différence ouais, précise, totalement. ou en soi, tu as toujours un peu un flou là-dessus, entre automatisation, workflow, et ça, c'est un agent IA? Non, totalement. Automatisation, c'est un flux de données. Okay, donc, tu as un input, tu as un output, tu as ton flux de données. Potentiellement, tu vas manipuler la donnée pour en faire ce que tu veux. Okay.
alors qu'un agent IA, il prend des actions grâce à ces outils. Donc c'est un input, et ensuite tu as ton agent, et l'output, tu as tes actions, tu vois. Donc typiquement, il va envoyer un email, il va aller dans ton calendrier, il va aller regarder dans ta base de données, dans ton CRM, il va faire tel élément ou tel élément qu'on va définir. Et donc c'est clairement la prise d'action qui définit un agent IA. Ok. Et du coup, est-ce que quand tu configures un agent IA, on va dire les prompts, en tout cas, on va dire les guidelines que tu dois lui donner sont quand même est-ce que plus courtes qu'une automatisation dans le sens, si jamais je veux faire un truc très très classique en mode tel lead, si jamais j'ai un nouveau lead, voici ce qui se passe dans mon CRM, créer une nouvelle personne, créer une nouvelle entreprise, créer un nouveau contact, etc. Est-ce qu'avec un agent IA, je peux juste faire le prompt hello, je dis juste à l'oral et il s'en occupe, ou en fait c'est différent? J'ai pas compris, ta question c'est est-ce que le prompting était important ou... Non mais dans le sens, est-ce qu'avec un agent IA, un simple agent IA, donc plus ou moins simple à faire et rapide à concevoir, on va dire, peut remplacer des automatisations vraiment compliquées. Le truc classique, c'est du CRM. Un lead, si mon lead arrive déjà, est déjà présent dans mon CRM, alors du coup, je vais enrichir ce lead. S'il n'est pas présent, je le crée, etc. Ça, on va dire, tu peux vite avoir des dizaines de mini-trucs, on va dire, dans ton automatisation Make. Ouais. Ouais, pour l'instant en tout cas non, il va falloir le configurer. Quand je dis le configurer, Ok. c'est-à-dire traiter l'input de données, okay, donc manipuler l'input pour qu'il soit optimisé, puis l'instruire, c'est-à-dire que à l'intérieur, comment on va lui dire de faire tel élément, comme quand on va prompter un LLM, puis on va connecter les LLM, la mémoire et les différents tools, tu vois. Donc il y a quand même des choses à faire, mais ça en vrai c'est quand même une partie simple. Parce que juste un agent IA, les gens le vendent beaucoup, mais en réalité, pour que les systèmes fonctionnent, tu n'auras pas qu'un seul agent IA. Probablement que tu auras un très gros séquencement d'agents IA, tu vas vouloir réduire l'erreur, tu vas vouloir estimer la précision, et ça demande pas mal de travail. Je pense que c'est là que va être notre valeur ajoutée, tu vois. Ok. Parce que ouais, justement, c'est quoi un peu les galères que tu as autour des agents IA que tu fais et les limites qui font que c'est pas encore parfait pour l'instant? Les problèmes qu'on a de manière récurrente sur les agents IA, c'est effectivement le manque de précision. C'est-à-dire que mine de rien, lorsqu'on va lui dire de faire quelque chose, il ne va pas forcément le faire à 100%, mais plutôt à 85%. Et c'est aussi les erreurs. Tout simplement, il peut rencontrer des erreurs. Et ça, il y a pas mal de variables qui peuvent entrer en jeu. Et on va souvent rencontrer des erreurs. Donc ça, c'est les 2 points qu'on rencontre. Ok. Et pour parler un peu plus d'offres, on va dire, et de positionnement, en gros, pour un peu de contexte, toi, tu as commencé à publier sur LinkedIn, un peu Twitter, et c'est, je pense, YouTube majoritairement, on va dire, qui t'a ramené des leads. Et en soi, le sujet, on va dire, aujourd'hui, des agents IA est tellement brûlant que tu peux faire plus ou moins ce que tu veux. Là, tu as décidé, on va dire, de faire du done with you, done for you personnalisé. Donc, on implémente l'IA en fonction de tes besoins. Tu aurais pu faire des formations IA. Tu aurais pu dire, j'ai créé un workflow, tu payes 150 € et tu peux le dupliquer. Tu aurais pu faire du consulting. Pourquoi, en vrai, tu as choisi le modèle d'agence plus ou moins classique, entre guillemets, et de done for you? Donc, done for you, du coup, c'est je fais tout à 100% et on l'implémente chez toi. Pourquoi tu as choisi ce modèle? Petit point, on a 20% de notre chiffre qui se fait via de la formation B2B. Okay. Ok. Et aussi semi-consulting. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'achètent pas juste notre prestation. Ils nous voient comme consultants sur comment on comprend l'IA et comment on peut l'implémenter dans le long terme chez eux. Pourquoi? Parce que les entreprises qui viennent vers nous, elles viennent parce qu'elles pensent que implémenter l'IA, ça va les rendre plus compétitifs. Alors en général, on dit toujours ça quand on vend du service, que si vous travaillez avec nous, vous allez être plus compétitif. Mais nous, on n'a même pas besoin de le dire parce que les gens sont au courant et du coup, ils viennent vers nous avec cette mentalité de travailler sur le long terme, de l'implémenter et de faire aussi du consulting avec. Donc concrètement, nous, on fait un peu un mix des deux, tu vois. Voilà. Et... Ok. Et justement, comment tu vois un peu le fait, enfin, le problème, on va dire que n'importe quelle agence, on va dire qui marche bien, ou en tout cas qui ont une bonne acquisition, c'est le fait de te retrouver un peu prisonnier de tes clients dans le sens, même si c'est de l'IA, c'est très technologique, c'est quand même très scalable, in fine, tu vends du TJM, ou en tout cas l'équivalent d'un TJM, tu fais un projet, tu donnes ton temps, on va dire. Totalement. Comment tu comptes? Alors, de un, est-ce que tu penses que c'est un problème? Et de deux, si jamais tu aurais d'autres moyens, on va dire, un peu plus scalables de développer ça, est-ce que tu as quelques idées là-dessus? Je pense qu'effectivement, on va recruter de la main-d'œuvre, donc des personnes qui vont faire du travail partiellement à notre place, et que nous, on va se focus entre guillemets sur nos zones de génie. Donc ça peut être plus du développement, plus de la stratégie, plus du marketing, plus de la relation client, qu'importe. Et donc on va plus scaler avec de l'humain, mais pas non plus trop d'humain. Mais comme on reste une agence de service et pas une start-up du type on vend un SaaS
Et du coup, il y a besoin que 9 personnes dans la boîte. Donc nous, probablement qu'on aura besoin de plus de personnes. Donc c'est comme ça qu'on pense qu'on va scaler. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que on vend des systèmes. C'est-à-dire que une fois qu'on a développé quelque chose, on est en capacité de le reproduire chez quelqu'un relativement facilement. Je m'explique. Imaginons qu'on automatise le calendrier, le mailing, la création de contenu, la génération de leads, le CRM, qu'on optimise aussi tout ce qui est base de données, c'est-à-dire récupérer des données dans une grosse base de données et qu'on met une IA qui l'exploite. Tout ça, on l'a déjà fait. Okay, au jour d'aujourd'hui, on a déjà pas mal de workflows autour de ça et on va pouvoir les implémenter rapidement. Et du coup, ça nous permet d'avoir une forte valeur ajoutée, tu vois. Tu penses que dans le futur, tu pourrais uniquement faire ça dans le sens, quand tu arrives, on dirait, à une masse critique où, on dirait, je sais pas, tu as des dizaines, voire peut-être même des centaines de workflows différents que tu as fait pour des clients. Du coup, dès que tu as un nouveau client, tu lui poses, on va dire, qu'est-ce qu'il a envie de faire et tu refuses si jamais c'est un nouveau workflow, entre guillemets, et tu prends que des clients qui ont déjà des workflows existants. Comme ça, on va dire, tu peux, on va dire, prendre beaucoup moins de temps à le délivrer. Alors, on a déjà des centaines de workflows, premier élément. Deuxième élément, je te dirais que c'est déjà un peu le cas, dans le sens où il y a certains axes qu'on n'aime pas forcément aborder, puisqu'on sait tout simplement que ça va nous prendre plus de temps et qu'on a plus de valeur ajoutée dans d'autres endroits qu'on connaît mieux. Typiquement, tout ce qui est vocal, moi je suis pas un très grand fan. En vrai, Benoît, mon associé, ça lui dérange pas trop. Mais je trouve que tout ce qui est vocal en français, c'est pas très puissant. Et je préfère faire tout ce qui est plutôt manipulation de données textuelles, tu vois. Donc là, on peut aller très loin avec manipulation de données textuelles. Mais typiquement, si tu prends les technologies existantes, tout ce qui est vocal, si tu le connectes à une base de données, tu vois, et tu as envie qu'il aille chercher dans cette base de données pour pouvoir te répondre. Donc, exemple concret. Tu as un restaurateur, tu appelles ce restaurateur, tu as envie que ça soit une IA qui réponde. Okay, cette IA qui va aller chercher effectivement dans le menu, ou qui va aller prendre un rendez-vous à telle ou telle heure, ou qui va dire effectivement de cuisiner une pizza pour 20 heures, tu vois, tous ces éléments, toutes ces actions, ça va prendre un temps fou. Du coup, mine de rien, ça va prendre quand même 20 secondes pour te répondre. Alors qu'un humain, il va pas te prendre 20 secondes pour te répondre. Tu vois ce que je veux te dire? Et Ouais. réduire cette latence dans la prise d'action pour pouvoir répondre, on n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui, tu vois. Ou on est en capacité de le faire, mais pas de manière extrêmement précise. Donc effectivement, c'est pour te dire que il y a des axes où on se focus et il y a d'autres axes où potentiellement on refuse un peu les clients. Ok. Et c'est quoi les axes, justement, sur lesquels tu penses que tu vas te concentrer? Je pense qu'on va se concentrer surtout sur ce qui est data. Alors ce qui est data, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quand des entreprises ont des grosses bases de données, okay, comment exploiter ces bases de données, comment les exploiter dans les différents domaines, que ça soit tout ce qui est administratif, tout ce qui est support client, tout ce qui est même marketing. Je pense que ça c'est quelque chose qui est intéressant, où il y a du potentiel. Et sinon il y a une entreprise que on essaye d'émuler, en tout cas à notre niveau, c'est Scale AI. Scale AI, c'est une entreprise américaine. C'est le CEO, je crois, qui s'appelle... je me rappelle plus spécifiquement de son nom, mais il a 24 ans. Et en gros, il avait monté quand il avait 20 ans et il était sorti du MIT. Et il avait quitté le MIT pour monter sa boîte. Et en gros, ils font de la prestation de service sur de la data. Okay, donc ils ont des grosses boîtes, et ils vont créer des algorithmes de machine learning pour des grosses boîtes. Et mine de rien, c'est un mix de prestations de services et de start-up. Et ils ont levé, je crois, 11 milliards. Donc ils font de la prestation de service, ils ont du type 200-400 clients, et ils valent 11 milliards, tu vois. Et donc nous, c'est un peu l'approche qu'on va essayer d'avoir, c'est d'avoir à la fois la prestation de service et à la fois la création de technologie, tu vois. Et quand tu parles du coup de création de techno, alors déjà, pour revenir sur ça, effectivement, j'ai l'impression que beaucoup d'agences, dès que tu touches un peu à la technologie, tu as forcément envie de scaler un peu ton agence avec soit des micro SaaS ou alors des agents IA, soit des systèmes. Enfin, c'est que j'en vois de plus en plus, et ce que je trouve très simple, enfin là je bosse avec une agence SEO, ils ont une agence SEO classique qui leur font du cash flow, ils font leur marge, et avec ça du coup ils financent leurs 2-3 SaaS qu'ils utilisent à la fois pour optimiser l'expérience de leurs clients et à la fois on va dire pour revendre les SaaS, pour que on va dire dans 5 ans ça passe on va dire d'agence on va dire à startup studio entre guillemets, tu vois. Ouais. Toi c'est un peu ta vision aussi là-dessus ou pas? Tu te verrais arrêter le service si jamais tu veux te concentrer uniquement sur les... Alors ce sera plus des SaaS mais on va dire des agents ou des systèmes? Je dirais que nous c'est un peu les deux à la fois, tu vois. Donc ça va être difficile de faire soit l'un, soit l'autre. Et je dirais que les personnes qui, la majorité du temps, tu vois, ils se penchent vers des micro-SaaS ou des SaaS
alors à mon avis, devrait faire continuer la prestation de service et scaler très fort, tu vois. Et qu'ils se perdent dans un axe où ils essayent de vendre des produits. Alors je m'explique. Si tu achètes un SaaS, tu vas dire encore 30 € d'abonnement que tu vas te prendre dans le cul tous les mois. Okay, alors que si tu achètes de la prestation de service, tu achètes le savoir de quelqu'un et en plus de ça, son temps. Tu vois. Donc je pense que c'est beaucoup mieux de faire de la prestation de service et si tu peux un peu la systématiser comme toi tu le sais très bien, c'est encore mieux. À mon avis, c'est un peu l'axe qu'on essaye d'avoir, mais se disperser sur plein de micro-SaaS, c'est pas l'idée. Nous, on a déjà effectivement des projets entre guillemets technologiques de SaaS pour l'agence, tu vois, mais c'est pas forcément un SaaS qu'on va créer un site, qu'on va mettre de la publicité dessus, etc. C'est plus quelque chose, un système qu'on va plug chez le client. Donc concrètement, là, on a 2 systèmes qui sont vachement intéressants. Tu as un système de log tracking. Donc ça permet de voir toutes les erreurs. Tu vois, je t'avais mentionné les problématiques qu'on rencontre avec les agents IA, voir les erreurs, voir la précision, voir l'input, traquer quel LLM on utilise. Tout ça, c'est des éléments qu'on est en capacité de faire et qu'on fait en ce moment pour nos clients. Donc ça, c'est comme un semi-SaaS, tu vois. Et l'autre élément, c'est tout ce qui est protection de la donnée. Donc dans le sens où on met des algorithmes de pseudonymisation de la donnée. Okay, donc typiquement, tu vas, au lieu de mettre le nom de tes clients, de l'envoyer sur ton LLM, on va mettre une barrière avant pour enlever les noms et après la récupérer à la fin, l'output, tu vois. Du coup, ça, c'est 2 systèmes qu'on a déjà dans l'agence. Et c'est juste pour le sujet, on va dire, les SaaS, tu penses que t'es pas trop convaincu parce que du coup, c'est une perte de temps et d'argent, tu vois, entre guillemets. C'est qu'en vrai, je suis un peu genre 100% d'accord avec ça dans le sens, même si tout ce qui est infoproduit SaaS, ça fait rêver parce que c'est des produits du coup, définition d'un produit, c'est du coup, tu as un coût marginal qui est de 0 plus ou moins. Le problème, c'est que les gens ont de moins en moins de temps. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a plein d'agences. Ils pourraient par exemple prendre un Lemlist à 100 €. Ils préfèrent peut-être prendre une prestation de service à 1000 € par mois, qui certes fait pas grand chose, mais au moins ils gèrent leur Lemlist, tu vois. Ils font plein d'autres exemples. Dans le sens, à chaque fois, les gens, j'ai l'impression, sont de plus en plus aware sur le temps que ça va leur coûter, on va dire, n'importe quelle formation, n'importe quel SaaS. Et dans le sens, tu peux ne pas vendre de SaaS ou de formation, mais faire sur la brique, on va dire, done for you, tu vois. Et donc, au lieu de vendre une formation qui est 100% scalable, bah, tu vas faire formation plus je l'implémente, ce qui est moins scalable pour toi, mais on va dire beaucoup plus valuable, entre guillemets, pour l'entreprise. Pareil pour les SaaS. Donc, ouais, je sais pas si c'était ta vision précisément, mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Et je pense aussi que on a certaines forces ou pas, tu vois. Et si tu as plus des forces qui est technologiques, bah, ça vaut le coup d'aller dans les SaaS. Ou tout ce qui est marketing, tu peux faire du marketing dans les SaaS, mais je pense que tout ce qui est prestation, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Si tu es un ingénieur extrêmement bon, okay, tu peux faire un SaaS et tu peux faire un peu de prestation. Nous, aujourd'hui, on fait surtout de la prestation et on est payé au TGM, comme je te le disais. Moi, ça ne me dérange pas de donner combien on est payé. Nous, la façon dont on price un projet, c'est qu'on estime qu'il va prendre par exemple 5 jours ou 10 jours. On a un TGM défini de 1000 €, okay, donc il varie en réalité entre 800 et 1200 € selon le projet. Okay, et du coup, bah, si ça prend 5 jours, c'est 5000 €. Si ça prend 10 jours, c'est 10 000 €. Si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, c'est moins. Voilà. Okay. Ce mois-ci, tu as réussi à vendre combien de TGM? Si tu veux en parler, parce que je sais que tu en parles un peu. Ce mois-ci, on a réussi à vendre entre 20 et 30 jours. Déjà, on est le 21. Je pense qu'on va monter encore plus jusqu'à la fin du mois. On verra bien. Donc ça fait quelques dizaines de milliers d'euros. Okay. Ce qui est très très propre. Ouais. Très très propre. Vas-y. Effectivement, c'est pas cash collected. Donc on n'a pas reçu 30K d'un coup. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est soit des acomptes, soit on est payé de manière progressive, comme on avance sur le projet, ce qui est logique. Donc si tu vas vendre une grosse prestation, le client, il va pas te donner les 5 ou les 10 000 € d'un coup. Tu vois, il va le faire au fur et à mesure que tu avances, parce qu'il faut établir la relation. Donc voilà, donc c'est pas d'un coup. Donc c'est sur des projets entre, on va dire, 2 semaines et 2 mois à peu près. Ouais. Tu as raison de faire aussi un disclaimer, parce qu'effectivement, certes, bon, parfois, quand tu veux t'en vanter, tu peux vite dire, on va dire, j'ai fait, on va dire, tel cas de MRR. Mais déjà, je trouve que n'importe quelle agence devrait limite arrêter le terme MRR, parce que ça marche pour des vrais SaaS qui ont un vrai récurrent tous les ans. En soi, MRR, si tu veux juste dire, voici le CA que j'ai fait ce mois-ci, en vrai, il n'y a presque rien de MRR, même si tes clients peuvent revenir, etc. Comme tu n'es pas certain que la presta, tu vas la finir au bout de 30 jours, peut-être qu'elle va un peu empiéter sur le mois prochain, ou alors à l'inverse, que ça va être plus court. Je trouve que, enfin, même moi j'utilise, je devrais pas, mais en vrai, dès que tu fais la prestation de service, tu n'as presque même pas de MRR qui tiennent, parce que entre le cash collecté, le cash facturé, un client, tu vas peut-être lui facturer 20 000 €, parce qu'en fait, tu t'es engagé sur 4 mois,
Donc, Ouais, tu vas dire, vas-y, bah, j'ai ajouté 20K de MRR. Non, t'as pas ajouté 20K de MRR, t'as ajouté 20K de chiffre d'affaires, ce qui est un peu totalement. différent. Donc, ouais, t'as raison de faire les disclaimers. Ouais, totalement. Et la question que j'ai bien posée, même si bon, toi, on va dire, t'es quand même passé de 0 à 1, pourquoi t'as pas, on va dire, 2 fois, 5 fois, 10 fois plus de clients actuellement? Je dirais qu'il nous faut juste plus de skin in the game. C'est un principe de concept de Nassim Taleb que je pense très véridique, qui explique que, en gros, tous les universitaires et tous les théoriciens, c'est que du bullshit. Et je pense que c'est réel. C'est-à-dire que nous, on a de plus en plus de skin in the game parce qu'on fait des prestations, qu'on regarde concrètement comment ça se passe dans les entreprises, comment on peut s'insérer, quelles sont les solutions qui correspondent à leurs problématiques. Et plus on a ces éléments, plus on va pouvoir croître. Mais c'est pas une stratégie mindset ou une formation qui vont nous faire croître, tu vois. Ou peut-être, mais pas tellement. Ouais. Alors, je réagis sur ça parce qu'on en a parlé un peu en off avant le podcast sur le mindset parce que t'avais dit, on va dire que le mindset, bah, je cite, c'est la branlette intellectuelle. Je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord dans le sens, t'as quand même aussi des croyances limitantes, même si on va dire le mot est un peu galvaudé, en vrai je crois que ça existe vraiment. Tu vois, surtout pour toi, par exemple, t'as fait d'autres projets, tu vois, avant, je pense que, je sais pas, t'oscillais entre 5 et 10K, on va dire, par mois, donc t'étais plus vraiment full indé. Là, tu t'es associé, t'as fait une agence, et très vite, on va dire, bah, t'as cassé ces barrières. Est-ce que tu penses que c'est le fait de casser ces barrières, on va dire, de passer ce CA qui a fait que ça t'a ouvert un peu l'esprit, ou alors tu l'avais fait avant, et ensuite t'as eu le CA? Bon, pareil, c'est un peu du mindset, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Sincèrement, comme je te dis, pour moi, en vrai, même ce qu'on fait aujourd'hui, c'est rien. Genre, sincèrement, c'est pas pour être humble ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est strictement rien. Même 100K par mois, à mon avis, c'est rien. Même 1 million par mois, c'est rien, tu vois. Parce que ça dépend avec qui on se réfère. Donc, dans notre tête, que je fasse 5K ou 10K ou 15K ou 20K ou 30K ou plus, ça change rien dans ma tête, tu vois. Sincèrement, c'est pas une barrière que j'ai cassée. Pour certaines personnes, je suis certain que ça peut être une barrière. C'est comme si tu veux sortir avec une jolie fille, mais tu te dis, c'est pas possible d'avoir une jolie fille, tu vois. Tu vas jamais demander à une jolie fille de sortir avec toi. Donc là, ça va pas être possible. Mais nous, dans notre cas, tu vois, on s'est jamais dit qu'on va être stuck à 5K, donc c'était pas une barrière. Ok. Et justement, pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Est-ce que genre t'es majoritairement drivé par l'argent, par juste le développement parce que ça te fait kiffer le fait de bosser beaucoup, par juste le sujet de l'IA et en fait peu importe, tu veux juste faire de l'IA? Qu'est-ce qui te motive un peu chaque jour? Alors, j'ai une nouvelle métrique qui, je pense, est la plus intéressante, ou du moins j'essaye, c'est effectivement la métrique de l'impact. C'est que j'essaye de me dire, ce que je fais, est-ce que ça a de l'impact ou pas? Après, oui, faire de l'argent, effectivement, il faut faire un peu d'argent, et même faire de l'argent, ça nous permet d'avoir plus d'impact, fondamentalement, parce qu'on va pouvoir investir dans tel endroit ou tel endroit, tu vois. Donc l'impact, effectivement, l'argent, et j'ai toujours eu quand même l'envie de juste réfléchir, tu vois. C'est-à-dire que quand je fais des trucs et je m'ennuie, je suis en incapacité d'être bon. Typiquement à l'université, j'étais pas bon du tout. Pourquoi? Parce que je faisais des trucs qui m'intéressaient pas. Tu vas commencer à me parler de sciences sociales ou d'économie, microéconomie, macroéconomie, euh, du droit. Dis-toi que j'avais énormément révisé effectivement pour mes examens de droit et j'étais en incapacité d'avoir plus de 4, tu vois. Donc ça n'a Ok. aucun sens. Alors que quand tu me mets dans un endroit où je suis bon, typiquement là ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, je pense être en tout cas dans la bonne voie, bah, on arrive à performer, tu vois. Donc voilà, c'est troisièmement. Et Ok, toi? c'est beau. Attends, et moi pourquoi? Ouais, et toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien par quoi t'es drivé? Ouais. Et bah écoute, ça tombe bien que je pose la question parce que justement, en fait, je suis en pleine, on va dire, phase de justement reconstruction un petit peu sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, avec ce que j'ai. Parce que, pour le contexte, on va dire, récemment, j'ai quitté la France. Mon agence tourne bien dans le sens, finalement, je peux aller beaucoup plus loin. Enfin, on va dire même pas, je sais pas, à 0,5%, on va dire, de ce que je vais faire dans les prochaines années. Mais en tout cas, j'avais ce stress de l'argent, pour l'instant, c'est même pas un sujet parce qu'en soi, même si tu rêves de beaucoup plus, dès que tu as assez pour vivre plus ou moins comme tu veux, pour faire ce que tu veux, déjà, en fait, c'est vraiment ça la barrière que tu avais. C'est dès que tu peux plus ou moins t'acheter des trucs que tu veux, vivre plus ou moins où tu veux, la barrière s'enlève. Et je l'ai un peu vécu en mode, là, genre, le monde entier s'ouvre à moi, genre, je peux faire plus ou moins ce que je veux. Et comme j'ai pas forcément d'a priori, j'étais là, ok, bon, là, je fais de la prestat service en calls email, done for you. Je pourrais faire du done with you, je pourrais faire de la formation. En fait, si je veux aller plus loin, mais si je veux, je peux être copywriter sur LinkedIn. Ou si je veux aller encore plus loin, je peux aller juste me dire que je crée un SaaS et que je lock-in peut-être pendant 10 ans et faire ça. Je me suis noté que dans 2 ans ou avant, j'essaierai d'intégrer YC. À voir ce que je fais, tu vois. Mais c'est un peu ouvert, on va dire, tout mon champ des possibles. Et actuellement, justement, je suis un peu en questionnement sur
qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur les prochaines années. Parce que bon, faut quand même un projet long terme, tu vois, tu peux pas t'engager pour les 6 prochains mois, un an, faut voir long terme. Mais du coup, il faut quand même savoir au début ce qui te fait kiffer, on va dire. Donc justement, actuellement, je suis en train de me poser la question. Et en dehors de la vision, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attrait du type un domaine ou une expertise? Ouais. Bah, de un, moi, c'est créer, genre, bah, c'est pour ça que j'ai quitté l'école également, mais genre, tout ce qui est le 0 à 1, j'aime bien. Je suis même pas sûr que je suis fait, on va dire, pour ce qui est des grosses business, parce que c'est peut-être pas forcément mon choix. Enfin, on en parlait en gaiement off, j'ai fait le choix de, pour l'instant, de pas recruter, et je me suis mis ça dans mes guidelines, genre, j'ai beau être ultra ambitieux, j'ai beau faire des choses, je m'interdis de recruter pour l'instant, parce que je pense que dans mon milieu qui est marketing, tu peux aller très très loin sans recruter. Tu as des exemples en France qui tapent des 100K par mois et aux US qui font beaucoup beaucoup plus sans avoir un seul employé, tu vois, uniquement avec code et médias, tu vois, qui sont un peu les deux leviers moi, que je préconise. Et du coup, là-dessus, pour l'instant, j'ai pas encore de choix, on va dire, précis. Ok. Je suis curieux, pour toi, ça veut dire quoi passer de 0 à 1? La référence un peu de Peter Thiel qui fait plaisir. Ouais, là, je suis en train de lire. D'ailleurs, le livre est pas si bien. Je sais pas si tu l'as lu, Ah mais il ouais? est pas si bien que ce qu'il faut. Parce que, mec, il raconte. Enfin, c'est un peu la mode un peu américaine, mais parfois, c'est des histoires de 20 pages pour dire que une leçon qui est plus ou moins simple. Alors que je préfère les livres, on va dire, qui vont un peu droit au but. Ok. Tu trouves qu'il va pas Mais trop droit au but? Ok. ouais, je trouve un peu. Après, bon, pas mal d'Américains, entre guillemets, font ça. Et moi, le 0-1, d'après moi, c'est vraiment genre. Tu pars de. Enfin, t'as rien et tu lances le truc. Et le truc est lancé, tu vois. Et lancer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il commence à tourner en automatique. Et après, on dirait des gens qui sont très très bons dans le 1 à 10, dans le 10 à 100, etc. Quand je dis ça, alors ça peut être 0 à 1 euro ou alors 0 à 1 million, enfin, peu n'importe l'échelle, on va dire. Et moi, ce qui me passionne et ce qui fait que parfois j'arrive pas à dormir et que j'arrive pas, enfin, que je prends pas le temps de manger, c'est parce que je suis en train de créer un truc de nouveau, tu vois. Et pour l'instant, il y a pas grand chose qui m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin sur un seul des sujets. Et je sais que c'est quand même ce qu'il faut faire, on va dire, pour scaler. Donc justement, là, je me pose la question, quelle est la compétence, ou on va dire le secteur ou la chose qui pourrait me donner envie, on va dire, d'arrêter de faire de 0 à 1 et de faire, on va dire, de 0 à 100, tu vois. Ouais. La thèse de Peter Thiel, c'était que 0 à 1, c'est l'acte de création, comme tu l'as dit, et que par exemple, quand on passe de 5 à 10, c'est la mondialisation, c'est-à-dire qu'on multiplie tout simplement. Et ce qui est compliqué à faire, c'est l'acte de création, et il identifie l'acte de la création et la technologie. Donc il pense que tout ce qui est du 0 à 1, c'est de la technologie. Donc toi, est-ce que tu ne devrais pas plutôt partir dans un secteur plus technologique comme nous? Ouais. Pour le coup, ouais, ça, je suis totalement persuadé. C'est ce que je suis en train de faire. Enfin, on en parlait un peu en off aussi, mais les agents IA, d'ailleurs, moi, je m'étais pas assez intéressé, on dirait, à l'IA en général, parce que j'estimais que j'étais déjà un peu, je me connaissais en automatisation, etc., ce qui est quand même très très différent. Et je sais pas pourquoi, mais récemment, il y a même quelques semaines, j'ai vu des vidéos de ce qui est possible de faire avec des agents IA en marketing, et j'étais là, non mais genre, là, si je prends pas le tournant maintenant, je suis juste foutu, tu vois. Et même, j'ai beau être jeune, j'ai beau penser que je suis bon, genre, ça va à une vitesse qui est juste, enfin, d'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton avis Ouais, aussi là-dessus, totalement. mais ça va à une vitesse qui est juste déroutante. Et là, je pense qu'on la révolution, c'est même pas genre ah, est-ce que c'est une révolution qui est aussi importante, je sais pas, que Internet. Pour moi, genre, c'est vraiment une nouvelle ère dans le sens, je sais pas, t'as eu l'ère de avant, on n'arrivait même pas à écrire, l'apparition de l'écriture, et là, genre, l'IA qui va vraiment s'intégrer à ce monde, genre, ça va être juste fou, tu vois. Et j'étais là, je dois prendre ce tournant-là. Donc, justement, là, je suis beaucoup plus tech qu'avant et je me forme beaucoup plus sur, du coup, agent IA. Ouais. Et justement, je suis curieux d'avoir ta vision, justement, sur est-ce que c'est une révolution à ce point-là, les agents IA, selon toi? Moi, à mon avis, pas tellement. Bizarrement, hein, je fais ça toute la journée, je le vends plutôt bien. Les gens, ils nous payent très cher hein, pour des enfants de 20 ans, nous payer plutôt cher. Mais je pense pas vraiment. Je pense que. Alors, il y a trois niveaux de personnalisation de l'IA. Ok. Donc, premier élément, tu as le prompt engineering, donc la façon dont tu vas l'instruire, donc comment tu parles à ChatGPT, typiquement. Ok. Le prompt engineering devient de moins en moins puissant parce que les modèles deviennent de plus en plus puissants. Ok. Logique. Deuxième niveau, tu as le RAG et le fine-tuning. Donc nous, on fait beaucoup de RAG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner du contexte, on va le mettre dans une base de données, et après on va l'exploiter avant de l'envoyer à l'IA. Donc quand tu vas envoyer un prompt, il va aller chercher dans une base de données vectorisée, et il va l'envoyer à l'IA, avoir plus de contexte. Ensuite, tu as le fine-tuning, c'est comment entraîner effectivement tes LLM sur des tâches spécifiques. Et tu as le troisième point qui est le changement de réseaux neuronaux. Donc ça, c'est les mathématiciens typiquement dans les grosses entreprises qui font ça, je sais pas, probablement dans les entreprises OpenAI. C'est pas ce qu'on fait. Et nous, aujourd'hui, ce qui marche concrètement, c'est tout ce qui est prompting. Okay, donc ça, effectivement, on l'inclut dans toutes nos prestations parce que c'est logique. Et tout ce qui est RAG. RAG, je sais pas, tu vas mettre, par exemple, tes data clients dedans. Tu vois.
Et donc après, tu vas dire envoie un email à telle personne. Ok. Tel projet de telle personne contient tel élément. Et là, tu vas pouvoir prendre des actions en fonction de ces éléments. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et il y a beaucoup de recherches déjà depuis 2 ans autour du RAG. Et je pense que c'est là où on a plus de valeur ajoutée à apporter. Voilà. Et concernant mon avis sur est-ce que les agents IA vont totalement révolutionner les industries, je pense que partiellement oui. Partiellement oui. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de tout ce qui est AGI. Mais je pense que fondamentalement, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Dans le sens où, au jour d'aujourd'hui, les modèles, s'ils sont de plus en plus puissants, c'est parce qu'on les entraîne avec plus de compute et ils ont plus de data. Fondamentalement, l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de résoudre des problèmes nouveaux. Ok. Or, les LLM, ils ne sont pas capables de résoudre les nouveaux problèmes. C'est-à-dire que si tu lui donnes un problème, effectivement, il a de la data. On a plein de benchmarks. Donc on a des benchmarks, par exemple, en mathématiques. On se dit, mais putain, les LLM, ils ont 95% sur les benchmarks. Mais oui, mais ils ont toutes les réponses au préalable des benchmarks. Est-ce que tu vas faire un test avec un humain qui a déjà toutes les réponses au préalable? Non. Donc tu te dis que le LLM, il est intelligent. Mais pas forcément. Il a simplement toute la data. Et après aussi, un autre élément, souvent, il y a des humains qui vont corriger les erreurs à la mano, donc à la main. Il y a littéralement des dizaines de milliers d'humains aujourd'hui qui corrigent les erreurs manuellement dans les modèles de LLM. Donc l'AGI, c'est quoi? C'est lorsqu'on aura à la fois la capacité de faire du compute et de l'abstraction, dans le sens où on va être capable aussi de passer cette barrière de la compute, donc il arrive à être meilleur parce qu'il a plus de data, à aussi la réflexion en soi, tu vois. Et je pense que ça, on ne va pas y être avant très longtemps. Voilà. C'est-à-dire quoi très longtemps? C'est-à-dire qu'on le verra de notre vivant ou tu penses que là c'est très longtemps, une échelle de temps qui est très lointaine? Ah ouais, à ce point-là? Non, on l'aura de notre vivant. Je pense que effectivement, on aura des entités qui seront très très intelligentes. Clairement, je pense que l'industrie, par exemple, des LLM, ça vaut quoi? C'est 100 milliards en termes de value à peu près. Je pense que oui, ça m'étonnerait pas qu'on fasse fois 1000 en 4 ans, tu vois. Mais Ouais, c'est sûr. donc ouais, il y aura quand même une très grosse croissance et je pense que c'est un des meilleurs secteurs. À mon avis, on est positionné sur le meilleur secteur. Mais je pense que les gens sous-estiment la puissance des humains, tout simplement. Parce que, ouais, justement, en parlant de secteur, après j'aurais quelques questions de plus, on dirait axées sur l'IA. Comment tu vois le principe du fait que, alors je sais pas comment ils le disent aux US, mais en fait, peu n'importe à quel point tu travailles, peu n'importe à quel point tu es smart, tout dépend quand même de la niche dans laquelle tu es. Dans le sens, si aujourd'hui tu es un expert du pétrole, t'étais le boss il y a 20 ans, aujourd'hui c'est compliqué, et dans 30 ans t'existeras plus, tu vois. Toi, à l'inverse, je pense que effectivement, bon, même si l'agent IA, enfin, aujourd'hui c'est une niche, après ça va tellement être connu qu'en fait tu auras plein de sous-niches au sein des agents IA. Comment tu vois le fait d'être du coup dans la meilleure niche possible? Mais, Et est-ce que tu te dis, ok, bon, c'est bon, je suis tranquille, je suis dans la meilleure niche? alors déjà, premier élément, je trouve que l'histoire de véhicule est très réelle. C'est-à-dire que si tu es dans un meilleur véhicule, tu vas aller beaucoup plus loin et potentiellement beaucoup plus vite. Ok. Par contre, les agents IA, c'est pas forcément les trucs pour les débutants. Pourquoi? Parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui nous copient. Nous, on a une communauté school, par exemple, de 1600 personnes, et il y a pas mal de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pas non plus extraordinaire, mais il y a quand même du monde. Et les gens qui vont nous copier, quand ils vont vendre leur service, soit ils vont pas être en capacité de les développer, donc de delivery du service, soit la façon dont les gens vont les voir, tu vois, ça va pas être l'aspect consultant non plus. Du coup, ils vont juste se dire, ils vont me développer un outil. Mais cet outil, je peux acheter un SaaS qui va faire exactement la même chose pour 50 euros. Donc pourquoi je t'achèterais plus cher que 200 euros? Ok. Donc il y a quand même une sacrée barrière que nous, on est en capacité de passer, de casser, grâce à effectivement notre expertise, grâce à la compréhension business de tous les process. Et je pense que la majorité des gens ne seront pas en capacité de le faire. Ok. Donc je pense pas que ma niche soit nécessairement la meilleure des niches. Par contre, je pense que tu as soulevé un très bon point, qui est le business dans lequel tu es. Il y a deux éléments. Okay. Est-ce que ça te correspond? Donc tes forces. Et deuxième élément, est-ce que dans ton environnement économique, c'est optimal, tu vois? Nous, dans notre environnement économique, je pense que c'est à 90-95% optimal. Donc, T'es bien. Toi, t'en penses quoi? Justement, tu vois, pour le sujet, pour le coup, des niches, je pense que c'est beaucoup trop sous-estimé dans le sens. Enfin, l'autre terme, on va dire, tu vois, c'est le founder market fit. Tu vois, comme tu dis, c'est contexte économique, c'est du coup, est-ce que ton marché va grossir et comment il va se développer. Et l'autre, quand tu dis en anglais, c'est le founder market fit. À quel point toi, t'es fait pour être dans ce secteur-là. Enfin, ok, l'IA, ça va exploser,
Mais si t'aimes vraiment pas la technologie et que t'es trop bon en relationnel, je pense qu'une autre personne peut trouver des niches qui vont popper peut-être un peu moins que les agents IA, on va dire, et quand même être très bon là-dessus. À chaque fois, on va dire, je trouve que la question que je dois te poser, c'est jusqu'à où je peux aller dans le top d'un marché et est-ce que ce marché, on va dire, est pertinent par rapport aux autres. Ouais. Genre par exemple, je pense que c'est mieux d'être dans le top 40% des personnes qui font de l'IA plutôt que on va dire, d'être dans le top 1% du copywriting. Parce que tu vois, pour ce moment, tu peux te faire remplacer. Et encore, Bah, je pense que copywriting en soi a des beaux jours devant eux. ouais. Vas-y. Je te dirais même, moi je serais pas d'accord sur le point où tu as oublié potentiellement une variable, c'est que dans l'IA, il y a tellement de gens aujourd'hui que si tu es dans le top 40%, le top 40% ils font même pas 1000 euros par mois, tu vois. Donc à mon avis, il y a que, allez, 5% qui font 5000 euros par mois, tu vois. Alors et ça, 5000 euros par mois, c'est pas grand chose, tu vois. Donc, dans l'IA, c'est quand même problématique parce que tout le monde se brande, ouais, je suis un expert dans l'IA, ils vendent de la formation ou du prompt engineering, ou ils font des vidéos, et il n'y a pas de mal à ça, tu vois. S'ils gagnent leur vie comme ça, tant mieux, je suis pas là pour critiquer, mais fondamentalement, derrière, ils comprennent pas vraiment comment ça fonctionne et comment développer des solutions, tu vois. Et du coup, juste en étant capable de le faire, tu te démarques grandement, mais après, il y a toujours des gens encore beaucoup, beaucoup plus loin, comme je te l'ai dit, typiquement le CEO de Scale AI, bon, ils sont à 11 milliards. Et il y a énormément de gens. Tu regardes Sam Altman, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il parle de l'IA, voire plus 15 ans. Donc c'est pas nouveau non plus. Et justement, toi, comment tu fais pour pas être dépassé parce que ça va tellement vite que le... même, on dirait à la seconde où tu dis, ok, je suis quand même bon, je m'y connais. Si jamais tu perds un peu ton focus, en amont, en fait, je dirais pas que t'es foutu, mais tu vois, genre, tu peux perdre beaucoup d'avance, on va dire. Comment tu gères ça? Dans le fait qu'il y a des gens peut-être qui vont. Un jour, t'as un gars de 15 ans, il va peut-être penser le sujet plus que toi, et en fait, bah, d'un coup, il va être meilleur que toi. Et petit aparté avant que tu répondes, l'enjeu aussi, c'est que avant, on va dire, comme c'était, on va dire, vraiment limité, on va dire, à la localisation, genre, si t'étais dans une ville, tu vendais aux clients de la ville, etc. Aujourd'hui, si t'as une bonne expertise, comme tu peux la mettre, on va dire, devant des millions de personnes grâce à Internet, bah, une personne qui est ne serait-ce qu'un petit peu meilleure peut prendre tout le marché presque, tu vois. Donc, Ouais. comment tu vis Bah, ça et comment t'as peur de te faire rattraper, entre guillemets? alors, je t'avouerai que je pense pas forcément aux gens qui sont un peu moins bons que nous et qui veulent nous rattraper. Mais deux éléments. Premier élément, on crée des assets, c'est-à-dire que on a des éléments qui sont non physiques qui nous permettent d'avoir un avantage. Par exemple, je sais pas, on a une quarantaine de lead magnets, on a 22 projets open source sur l'IA, on a une communauté de 1600 personnes sur les agents IA en France. Je pense qu'on est peut-être même les premiers spécialisés dans les agents IA dans la communauté School en France, tu vois, parce qu'on a 1600 personnes. Il y a des communautés sur, par exemple, ChatGPT, ils sont 6000, mais sur 6000 personnes qui s'intéressent à ChatGPT, il y en a combien qui s'intéressent vraiment? La dernière fois, typiquement, j'avais regardé la communauté de Yomi, ok, il y avait 15 000 personnes et il y avait 16 personnes Ouais. actives. J'ai regardé ma communauté, il y avait 1500 la dernière fois, et il y avait 25 personnes actives, tu vois. Donc il y a quand même la qualité de la communauté qui est importante. Ensuite, je te dirais qu'on a aussi tellement d'axes à aborder que quelqu'un qui est très bon, il va pas forcément pouvoir tout comprendre, tu vois. Genre il va comprendre un domaine très bien, par exemple comment prompter les agents, comment faire des systèmes de RAG, de fine-tuning, comment développer en Python, en Java, sur NVIDIA, sur Make, sur Zapier, qu'importe, mais il va pas être capable de tout assimiler d'un coup. Donc je pense pas que ça soit possible. Et justement, pour revenir un peu sur la partie marketing, au-delà du fait qu'évidemment, tu as pris la vague agent IA et que ça a marché, en quelques mois, je vais dire quelques semaines, mais c'est plus quelques mois, mais on va dire c'est 2 3 mois, tu vois, tu es passé plus ou moins de 0 à 2000 abonnés sur YouTube et Ouais. de 0 à 1600 personnes dans ton school, ce qui est quand même beaucoup pour la niche française quand tu fais ça, enfin, il y a peu de gens qui l'ont fait. Au-delà du fait que tu étais dans la bonne niche, tu penses qu'est-ce qui a déclenché ça? Je pense qu'il y avait aussi une accumulation de mon côté de compétences. Ok, donc forcément au bout d'un moment tu pètes. Alors moi je pense que ça a pris plus longtemps parce que ça faisait effectivement très longtemps que je lançais des business et parfois j'avais quand même des résultats, hein. Faut savoir que la plupart des gens ils ont absolument aucun résultat et parfois j'avais des résultats dans tel ou Ouais, tel c'est vrai. business, tu vois. Et, mais des résultats honnêtes, mais en vrai tu fais quand même pas d'argent en réalité. Là aujourd'hui ça va, on commence à faire de l'argent et je pense qu'on va continuer à croître, hein. On n'est pas encore très gros. Et je te dirais que c'est l'accumulation. C'est vraiment de l'accumulation et être au bon endroit peut-être, mais c'est aussi prendre les bonnes actions. Tu vois, parce que les gens qui sont au bon endroit sur potentiellement les agents IA, il y en a, mais ce qui sont en capacité d'aller sur YouTube, de, d'explorer des idées intéressantes, de partager, de ramener du monde, de les convertir par la suite. Je veux dire, c'est quand même énormément de compétences, et toi aussi tu le connais en marketing.
faire une vidéo, ok, c'est intéressant. Est-ce que la personne, elle va prendre un rendez-vous avec toi? Est-ce que cette personne, elle va prendre un deuxième rendez-vous? Est-ce qu'elle va commencer à devenir client? Est-ce qu'elle va continuer à devenir client? Tu vois, genre, il y a un process tellement élevé et cette acquisition de compétences, elle prend énormément de temps. C'est quoi justement les grosses décisions tu penses que tu as prises plus en termes de contenu slash acquisition qui ont vraiment changé la donne pour toi? De décision en termes d'acquisition? Ouais, en sens, je lance une chaîne YouTube, ok, qu'est-ce que je fais sur cette chaîne YouTube? Pourquoi je crée un school? Qu'est-ce que j'y mets dedans? Comment je le construis, on va dire? Alors, c'est simple. Nous, on veut des clients parce qu'il faut chiffrer, on commence à avoir un business, donc il nous faut du trafic. Ok. Comment générer du trafic? Typiquement, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Premier élément. Deuxièmement, il faut du trafic qualifié. T'as beau aller sur TikTok, les mecs, ils vont peut-être prendre ton logiciel en affiliation, ils vont peut-être prendre ta formation à 2 balles. Ok. Mais est-ce que le mec, c'est une entreprise? Typiquement, nous, on a des très 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 grosses entreprises qui nous contactent, je ne vais pas forcément dire les noms, mais les personnes qui nous contactent, du coup, c'est parce que ils viennent du bon endroit, typiquement LinkedIn, YouTube. Donc je pense qu'il faut aussi choisir les bons canaux. Et ensuite, tout ce qui est nurturing. C'est-à-dire que mine de rien, derrière, nous, on a énormément d'assets, comme je t'ai dit tout à l'heure, où on a un school, où on a plein de projets IA open source, on a des dizaines de vidéos, et je pense que le nurturing, ça change tout. Typiquement, mon associé me disait, mais c'est trop bizarre, j'ai pas posté depuis 10 jours, et j'ai pris genre 5 appels qualifiés cette semaine. Ouais, mais c'est parce qu'on a déjà tout un système en place, tu vois. Voilà. Parce que les gens, parce qu'à chaque fois, on va dire, on différencie un peu les réseaux, on va dire bottom of the funnel, donc qui font la conversion, et on va dire ceux qui t'amènent du trafic. Est-ce que toi, tu as fait, on va dire, cette différence-là? Ouais. Et je dis aussi, je précise que ce qui est rare aussi pour toi, et d'ailleurs, je suis curieux de savoir comment tu penses t'as réalisé ça, c'est que YouTube, pour toi, a été en acquisition organique. Tu n'en as presque pas parlé, et pourtant, tes vidéos ont explosé, alors qu'en général, tu utilises un TikTok, un Insta, un LinkedIn pour booster ta vidéo YouTube. Ouais. Je te dirais que, premier élément, ce qui est ultra intéressant avec YouTube, c'est que c'est bottom of funnel, okay, avec des gens inconnus. c'est le paradigme. C'est-à-dire que les gens, ils te voient pour la première fois, mais comme ils passent du temps avec toi, c'est comme s'ils te connaissaient vraiment. Toutes les personnes qui prennent des rendez-vous avec moi, tu vois, je leur dis de se présenter, mais moi, limite, j'ai pas besoin de me présenter. Tu vois. Parfois, oui, mais typiquement, moi, j'ai un Calendly. Dans mon Calendly, il y a un formulaire. Dans ces formulaires, une des questions, c'est à quel point tu connais nos services. En général, sur 10, on est entre 5 et 10. Tu vas prospecter quelqu'un, il n'y a pas de mal à ça, mais la personne, elle ne te connaît pas. Et du coup, le pourcentage de conversion, ça va être difficile. Moi, j'en ai eu, hein, j'ai eu plein de gens qui sont venus en call après des prospections, avant quand je faisais de la prospection automatisée, tu vois. Et les gens, ils sont en mode, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux me vendre? Les gens, aujourd'hui, dans nos calendriers, mettent me faire un devis, me faire un devis, me faire une proposition. Donc nous, forcément, le jeu devient trop simple, tu vois. Okay, ouais, c'est beau, c'est beau. Et juste sur la partie un peu plus... Ouais. Et toi, tu vois ça comment, l'acquisition? Pour toi, quels sont les endroits que tu devrais creuser ou que moi, je devrais creuser? Ouais. Bah, justement, déjà, le sujet, on va dire, de à quel point les leads sont beaucoup plus qualifiés quand, on va dire, tu fais du contenu. De un, je te confirme, évidemment, enfin, la différence est juste folle. Et j'ai vu une différence entre avant, quand je postais sur LinkedIn, et maintenant, quand je fais de la vidéo, donc à la fois YouTube et LinkedIn. La vidéo, ça casse quand même une barrière énorme. Et t'as beau avoir posté pendant des années sur LinkedIn, ou je sais pas, Twitter, ou peu n'importe, avec du texte, la vidéo, ça casse quand même une barrière et les gens pensent, en tout cas, beaucoup plus te connaître. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ils pensent beaucoup plus te connaître. Et justement, j'ai eu un call hier avec une personne qui a une agence de prospection, et il avait exactement la même conclusion que moi, qui est un peu intéressante, dans le sens, tout dépend également du modèle de ton offre, dans le sens, tout ce qui est done with you, ou alors on va dire, je fais quelque chose et je m'adapte pour toi, quand tu crées du contenu, ça marche énormément. Et à l'inverse, quand tu fais de la prospection pure, c'est très compliqué de faire du done with you ou alors du coaching, parce que la personne ne te connaît pas. Et c'est plus simple de faire, on va dire, du done for you, ou on va dire, je te fais tout de A à Z. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai fait un petit tour dans mon CRM, et c'est, on va dire, un peu délirant à quel point tous les coachings, accompagnements done with you que j'ai fait, ils viennent tous de ma création de contenu. Donc c'est que des personnes qui m'ont connu, et c'est pas ils veulent faire du cold email, c'est ils veulent travailler avec Valentin Tommy parce qu'ils m'ont vu, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Et à l'inverse, toutes les prestats done for you que j'ai vendus, donc moi je fais des prestats on va dire 100% processisés, donc si on travaille ensemble, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va faire A, on va faire B, il va se passer ça pour C jusqu'à Z, on va dire. Ouais. Ça à l'inverse, j'ai jamais réussi à les vendre en done with you parce que les personnes savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et en prospection, par contre, ça marche très très bien
parce que la personne ne te connaît pas, mais du coup elle s'en fout de toi, ce qu'elle veut c'est la solution, tu vois. Donc justement en fait moi je fais un peu les deux, et je sais que dès que je veux vendre une presta standardisée, la prospection ça marche beaucoup beaucoup mieux que le Done With You, et que du coup que ma création de contenu. Ouais. Mais Non, toi en vrai c'est un peu un mélange des deux, enfin toi c'est du Done With You et For You, ouais. mais en tout cas la personne s'attache à l'humain, tu vois, que t'es ou alors que ton associé est, donc en toi je pense c'est pour ça que la création de contenu ça marche autant pour toi dans ton acquisition. Ouais, je pense aussi. Et autre élément, en fait, la framework que j'essaye d'adopter, c'est me dire que quand je crée du contenu, je veux que les personnes en face, ils se sentent plus intelligentes, ok, et plus en capacité d'affronter le monde économique s'ils m'ont suivi que s'ils m'ont pas suivi. Et ça, je pense que c'est un point très crucial. C'est-à-dire que, oui, si t'es plus beau, il y aura plus de personnes qui vont te suivre forcément parce que t'as une belle image, etc., ou quoi que ce soit. Mais les gens qui vont vraiment te suivre, et voilà, le point que je voulais potentiellement amener, par exemple, le patron le CEO de Airbnb, il avait mentionné ce point, c'était que vaut mieux avoir 100 personnes qui t'aiment, donc le mot en anglais c'est love, donc qui t'aiment vraiment, tu vois, que 100 000 personnes qui te like, donc qui t'aiment pas vraiment, tu vois. Et ça, je pense que c'est fondamental, et c'est vraiment l'approche qu'on essaye d'avoir, c'est que les personnes, on essaye de vraiment les aider. Typiquement, si on nous pose des questions et qu'on a le temps de répondre, on va les aider sur tout ce qu'on peut, tu vois. Mais si on n'a pas le temps, bon bah je suis un peu désolé les gars, on a littéralement des centaines de personnes. Donc Ouais, et justement, je suis curieux de savoir, toi, en termes le futur de ta communauté, on va dire de l'audience que tu crées, est-ce que tu le fais dans un but uniquement héroïste, en mode, ok, je veux que ça me ramène des clients, et on va dire, tu veux que ça ait de l'impact. Est-ce que tu comptes vraiment la pousser à fond? Parce qu'aujourd'hui, on va dire là, tu as signé beaucoup de clients, donc forcément, tu auras moins de temps, entre guillemets, pour la construire. Est-ce que tu vois ça comme un side project, entre guillemets, ou alors tu as envie que ça fasse, on va dire, partie intégrante vraiment de ton agence et de ton acquisition? pour moi ça fait partie totalement intégrante. Mais rationnellement, oui c'est pour le ROI, dans le sens où on le fait, bon la métrique c'est peut-être l'impact, la métrique c'est peut-être l'argent, mais derrière il y a quand même une stratégie, tu vois ce que je veux dire. Parce que mine de rien, ça demande du travail. Les gens se rendent pas forcément compte quand on fait des vidéos. Encore les podcasts, on les fait en one shot, on les prépare pas. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu prépares une vidéo que tu veux convertir derrière, ça prend un temps fou. Tu vois. Donc oui, il y a une stratégie derrière. Ok. Et je pense pour parler un peu plus de perso, est-ce que tu as un peu des... Alors je pose ça à tous mes invités, et je pense que toi tu en as peut-être pas mal. Est-ce que tu as un peu des hacks ou alors des habitudes de productivité? Alors je sais que toi tu es en mode un peu brut, en mode je m'en fous un peu du perso, juste get things done, je travaille. Mais quand même, je me doute que tu as quand même quelques trucs que tu fais, on va dire, pour ta productivité. Est-ce que dans quelques-uns, on va dire, que tu peux partager? Totalement. Couper un peu toutes les conneries. Donc quand je travaille, je coupe les réseaux sociaux, je mets mon téléphone à un autre endroit. Classique. Une dizaine de cafés par jour tous les jours depuis des années. Ok. Bon ça c'est plutôt un défaut. Non, à ce point-là? Ouais, je pense entre 10 et 20 tous les jours. Donc Mais dis-toi. parce que il me semble qu'après, tu deviens habitué, du coup, il faut Ouais. que tu en boives encore plus pour avoir les mêmes effets, non? C'est vrai. C'est vrai, c'est pas optimal. Non, c'est pas optimal. Je pense que c'est un net négatif quand tu prends plus de 3 par jour, tu vois. Quand tu prends plus de 3 par jour, on peut dire que c'est un net négatif. Ensuite, d'autres éléments, euh, pas d'autres éléments. Sinon, juste travailler, tu vois. Faire attention à ce que tu, ce que tu manges et boire de l'eau. Boire de l'eau, très important. Mais sinon, le reste, je pense que c'est du bullshit. Et toi? Ok. Non, mais déjà, alors, pour le café, je t'avoue que je suis surpris que tu me dises ça parce que moi, justement, je fais tellement gaffe et j'ai vu tellement de reportages là-dessus en mode c'est vraiment genre une drogue entre guillemets et tu dois à chaque fois en prendre un peu plus pour t'habituer. Et le problème, c'est que le jour où tu baisses ta caféine ou alors t'arrêtes, bah, c'est genre tellement dur pour toi parce que là, au final, tes 10 cafés, ils t'aident pas à être plus productif, mais ils t'aident, on va dire, à être au niveau classique, tu vois. Moi, vraiment, je prends parfois un café quand vraiment je dois bosser toute la nuit, mais du coup, j'évite et quand j'en prends, on va dire, je suis très très sensible. Donc après, bon, ça peut marcher, mais bon, disclaimer, peut-être prenez pas genre 10 cafés pour juste en termes d'habitude de productivité. Pour le coup, par exemple, je suis beaucoup plus aligné sur le sujet de vraiment d'être focus. Ton tel, il doit être autre part. T'as pas de réseau. Et même, enfin, t'as pas de réseau quand tu travailles ou alors quand tu vas être concentré. Mais en général, t'as pas de réseau tout court dans le sens, même si le dimanche tu dis que là tu bosses pas beaucoup et que tu peux aller sur TikTok, etc. Les rares fois où je l'ai fait, je vois que ça quand même ça pollue ton esprit en fait. Et même si dans tes périodes de pause, ouais, en fait, d'ailleurs, c'est ça mon point. Tes périodes de pause sont beaucoup, beaucoup plus importantes que ce que tu penses. Ok, t'as les périodes où tu travailles, mais quand tu travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Et je pense que c'est là où ça fait une vraie différence entre ceux qui sont vraiment productifs ou pas. Parce que quand tu te reposes et que tu fais une sieste, que tu pars marcher, que tu médites, que tu réfléchis, ou alors quand tu fais une pause et que tu vas sur les réseaux ou que tu manges mal,
Ouais. bah, même si concrètement ça n'a pas un impact parce que tu travailles, on va dire, la même quantité et tu es aussi concentré, sur le long terme, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre un net positif et un net négatif. Donc clairement, deux éléments, si tu manges beaucoup, bah, ton cerveau il est moins en capacité de réfléchir, ok, premier élément. Deuxième élément, la caféine c'est un peu comme la dopamine. C'est-à-dire que quand tu prends beaucoup de dopamine d'un coup, ça va redescendre. C'est pareil pour la caféine. C'est-à-dire que tu vas devenir effectivement plus excité et potentiellement un peu plus intelligent rapidement, ok, mais ça va pas rester longtemps. C'est-à-dire qu'après tu vas descendre en dessous du niveau zéro. Et donc c'est pas forcément optimal. C'est pas optimal. Comment tu gères un peu tes tâches, toi, en général? Du coup, c'est je prends mes cols et je fais les projets qu'il faut, tu t'organises, t'as des logiciels pour ça, ou alors juste t'as un papier, un crayon, comment tu gères ça? Alors, CRM, Airtable. Bon, je dis ça parce que c'est ce qu'on vend aussi partiellement. Il faut essayer de se vendre un peu. Notion, tout ce qui est T'inquiète. gestion de projet maintenant. Donc, étonnamment, sachant que je Ok, critique beaucoup Notion, mais Notion pour le CRM, moi, je trouve que c'est horrible. Mais pour tout ce qui est gestion de projet, ça va. Tu vois, les notes de projet, je pense que c'est intéressant. Parce que comme on je suis commence à d'accord. en avoir beaucoup, en fait, c'est c'est un point extrêmement important qu'on a mentionné. C'est que pour avancer sur un projet, surtout que c'est des projets de développement, bien définir les différents points, c'est crucial. Ensuite, concrètement, j'essaie de mettre un maximum sur le papier, j'aime bien écrire. Voilà. Ok. T'écris quoi? J'écris mes tâches et après je break down les tâches. Par exemple, pour faire tel élément, il faut d'abord faire tel élément. Par exemple, pour le projet de X client, il faut premièrement regarder ça. Si ça marche pas, il faut regarder ça et ça. C'est ce que je fais tout le temps. Ok. Et toi, tu prends comment tes Ma notes? question c'était dans le sens, est-ce que ouais, justement, ma question c'est juste dans le sens, est-ce que tu fais un peu du journaling dans le sens, est-ce que tu écris également un peu plus tes pensées, des visions, des trucs que t'as, ou toi c'est du pur to-do list? Ouais, un peu, totalement. J'ai Ok. effectivement, j'ai noté tout ce que je veux, les stratégies, comment les bottlenecks possibles, ma vision, et parfois je fais un peu de journaling, mais rien d'abusif. Mais quand j'étais il y a 2 3 ans, Ok. effectivement, j'écrivais beaucoup sur les carnets de notes. Maintenant, un peu moins. Toi aussi, je crois que tu Ok. m'avais dit une fois, tu avais réagi à un de mes posts Twitter qui avait bien marché. Sur quoi? J'avais fait un post où je montrais un de mes vieux journaux où je mettais objectif, objectif, objectif et des trucs absolument absurdes quand j'avais 16 ans, tu vois. Et toi, tu t'avais dit, oh, j'avais Ah fait la oui, même chose. ouais, j'ai fait exactement pareil. Ouais, j'ai retrouvé récemment parce que du coup, avant de partir, là, j'ai fait un peu mes affaires, des trucs où j'avais 16 ans et j'étais là genre objectif de la journée, du mois, etc. Enfin, j'étais à fond dedans. Justement, là, j'ai fait un peu un retour en arrière dans le sens. Avant, j'étais quand même un gros fan de productivité. J'avais des logiciels qui traquaient des trucs, time blocking, etc. J'en ai eu marre. J'ai absolument tout lancé. Aujourd'hui, le seul truc que j'ai plus ou moins, c'est ça. Ouais, Et en fait, j'ai uniquement des tâches, des objectifs à l'échelle de la semaine. Tout ce qui n'est pas à l'échelle de la semaine n'existe pas, hormis la vision que je peux avoir, on va dire 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, tu vois. La vision, ça, je la garde dans mon Notion parce que je veux les garder, parce qu'elles changent. Mais tout ce qui est objectif, on va dire dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, j'essaye d'enlever en mode c'est l'échelle de la semaine, point. Pour, on va dire, l'opérationnel. Évidemment, il faut que tu aies une vision plus long terme. Mais en tout cas, tout ce qui ne rentre pas dans ça, je le mets pas. Et en vrai, ça m'apporte beaucoup de focus, je trouve. c'était un des points du CEO actuel de Google qui mentionnait qu'on devait passer une très grosse partie, en tout cas quand on est des CEO ou l'équivalent d'entreprise, une très grosse partie de notre temps, avoir une vision sur 5 ans de notre industrie pour se dire comment on doit améliorer nos offres, donc typiquement comment est constitué nos produits et nos services et comment on va les vendre, ok, et que passer énormément de temps dessus sur 5 ans, c'est pas sur un an, c'est ce qui va faire une différence titanesque. Et donc lui, c'était sa stratégie principale. Donc je pense que c'est un point très important, Ouais, tout ce qui est vision. ouais, je suis 100% d'accord. Ouais. C'est pour ça, du coup, bah, récemment, je me suis quand même posé pas mal de questions. Parce que, alors, évidemment, enfin, le levier pour le site Google est énorme. En soi, même quand tu as une agence qui est ou n'importe quel prestat de service, savoir où tu vas dans 5 ans, c'est quand même ultra important. Et faut quand même être prêt à sacrifier des clients, du CA, peut-être, à la limite, à presque tout sacrifier, tu vois, pour repartir de zéro. Tu vois. Toi, tu l'as fait plusieurs fois en mode, ok, ce business-là, même s'il marchote, j'arrête, tu vois. Ouais. Moi, pareil, là, ça fait un mois, j'ai pris aucun nouveau client, j'ai fait une pause pour me poser les bonnes questions. Il faut à chaque fois, on va dire, oser vraiment sacrifier le court terme pour vraiment, on va dire, avoir une vision précise sur le long terme. Non, totalement. Et il y a des axes que j'essaye d'optimiser au quotidien. C'est deux axes que mentionnait Sam Altman, donc le CEO actuel d'OpenAI, je crois, si je ne me trompe pas, hein. C'est mon domaine. Ouais, c'est ça. Il disait que les deux métriques en corrélation avec la réussite d'une startup, c'était la rapidité de prise de décision,
c'est-à-dire, comme je te disais, être une brute, c'est effectivement prendre des décisions, et l'accuracy de ces décisions, donc la précision de ces décisions. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'essaie d'optimiser à chaque fois mes journées autour de ça, dans le sens où est-ce que j'avance vite, ok, et est-ce que je suis en capacité de prendre plus d'éléments, plus de décisions, est-ce que je peux avancer vite dès qu'il y a quelqu'un qui me pose une question. Donc quand je dis quelqu'un, soit mon associé, soit un leads, soit un client, j'essaie de répondre tout de suite. Et les gens, je pense qu'ils perdent trop de temps ils répondent au bout de 2 heures, tu vois. Moi, dès qu'il y a un client qui me pose une question, je réponds immédiatement. Et je pense que c'est crucial. Tu te vois où dans 6 mois? Dans un an? Physiquement, business. Plus business, après tu peux expliquer. Business, je pense que je suis pas sûr d'être en France, peut-être, peut-être pas. Ça dépendra aussi de ma compréhension de là où c'est optimal d'être. Et en termes de chiffres, je pense que on sera. Mon objectif. Déjà, tu vois, souvent on a une vision tous les deux. On regarde beaucoup les gens de notre âge et combien ils chiffrent. Donc forcément, on a envie de les battre, tu vois. Et on sait que les gens de notre âge, il y en a qui chiffrent, allez, 100, 200K environ, tu vois. Donc ça, forcément, c'est la T'en première. as pas beaucoup, hein. Enfin, ouais, enfin, les plus connus, oui, mais en vrai, t'en as pas beaucoup. Ouais, il y a quasiment personne, surtout de profit, tu vois. Ça n'existe pas en Ouais. réalité. Faut arrêter de regarder les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Ceux qui font de l'argent, Mathis Clouet, il a une vraie marge, je pense. Pour le coup, probablement. ouais, Mais oui, quand oui. je dis ça n'existe pas, c'est en mode il y en a quelques-uns, quoi. Ceux Ouais, qui c'est font sûr. vraiment de l'argent, c'est ceux qui bâtissent quelque chose dans le sens où une entreprise ou des investissements, et qu'après ils encaissent avec les effets composés et ils revendent, tu vois. Donc ça, moi, c'est un peu plus ma vision, tu vois. Donc personal brand, technologie. Moi, c'est vraiment mes deux axes, c'est personal brand et technologie. À chaque fois, je me le répète tous les jours, c'est que les deux bottlenecks, c'est être meilleur techniquement parlant, ok, et avoir une meilleure personal brand. Voilà, ça c'est mes deux axes. Et toi? Ok. On a exactement les mêmes. Pour le coup, on a exactement les mêmes. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est du coup Naval Ravikant, qui est, on dirait, un des experts dans la Silicon Valley, qui parle, on va dire, des 4 leviers. Et, enfin, même si c'est très connu, je peux les redire, mais à chaque fois, du coup, tu as l'humain, donc le labor, donc tu fais travailler des humains pour toi. Tu as l'argent, donc tu vois, les intérêts composés classiques, on va dire, tu achètes quelque chose. Après, tu as le média et le code, en gros. Ouais. Pour l'instant, j'ai fait le choix, moi, parce que c'est, on va dire, dans ma vision des choses, ne pas penser au labor. Pour l'instant, j'ai pas envie de, surtout dans mon secteur marketing, IA, etc. J'ai pas envie de penser à recruter. L'argent, ça marche quand t'as des startups, etc. Mais dès que tu fais du service, comme on va dire, tu fais de la marge pour chacune des choses que tu vends, c'est quand même moins un sujet d'avoir ou non de l'argent en soi, quand c'est du service pur. Et du coup, pareil, moi, c'est personal brand et code. Développer un personal brand, même si je sais pas trop où ça va m'emmener, vraiment la mettre à fond, et même si bah, le, le temps que tu investis est quand même très très peu héroïste en personal brand. Tu vois, même toi qui as très bien marché, je pense que si jamais tu avais fait de l'acquisition pure, tu aurais peut-être eu plus de clients. Mais on va dire sur le long terme, c'est quand même le truc qui compound le plus, tu vois. Pareil pour moi. Mm. Ah, Pour moi, je t'as pense l'air pas. d'accord, non? Mais en général, je pense que tu as raison. Ouais, on sait, toi t'es un peu un hack, t'as quand même fait très peu de vidéos courtes et ça a bien marché. Moi, je vois bien que le temps et l'argent que je mets dans ma création de contenu, si je me mettais dans les campagnes de cold email, évidemment j'aurais beaucoup plus de clients, mais c'est pas le but parce que ça va compound. Et le code, même si je suis pas dev et tu vois, tu l'es pas non plus aujourd'hui, franchement, si t'es vraiment débrouillard et que tu sais, on va dire, te faire des nuits blanches à boire du café ou boire de l'eau, tu vois, par exemple, plus pour moi, en l'occurrence, tu peux quand même aller très très loin et tu peux pleinement utiliser le code, même si t'as pas fait du code pur, on va dire, quand t'étais jeune. Ah, mais il n'y a pas besoin d'avoir appris avant. Alors c'est mieux, c'est plus optimal. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je le fais, j'apprends et je le fais, tu vois. Moi, ma philosophie, c'est simple. C'est on a un problème, on fait tout pour résoudre ce problème. Donc s'il faut du code, il faut du code. S'il faut du low code, no code, tu vois. Si c'est un truc pour enfants, tant mieux. Hein. S'ils nous payent pour un truc pour enfants, tant mieux. Mais s'il faut coder un truc extrêmement complexe, tu vois, on le fera, c'est pas un souci, tu vois. Juste on va s'adapter. Et l'autre élément que je voulais dire, c'était que effectivement, Personal Brand, c'est sacrément puissant. Typiquement, en janvier, moi j'avais eu personnellement 46 rendez-vous, probablement qu'un rendez-vous sur 3 est qualifié. Quand je dis qu'il est qualifié, c'est qu'il a de l'argent et qu'il est potentiellement prêt à acheter. Et après, nous, c'est des cycles de vente un peu longs. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on a un peu chiffré en février, c'est que tout simplement, il y avait le momentum de janvier. Et, Ouais, totalement. et, et aussi un autre point, c'est que quand tu prends un rendez-vous via de la prospection, le mec, il n'a pas confiance en toi. Quand tu le prends via des vidéos, il est prêt à acheter chez toi.
Et tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que non, c'est l'inverse à mon avis pour moi. En faisant des vidéos YouTube et aussi tous les autres éléments qu'on met en place, on arrivera à avoir plus de clients. Voilà. Ouais, 100%. C'est pour le coup, j'avais deux points. Alors, le premier, c'était sur le low-code, mais j'en parlerai juste après. Mais pour la prospection, ce qui marche quand même bien, c'est quand t'as les deux. Parce que c'est vrai que moi, je vois que je prospecte. Et en fait, ce qui est quand même de magique, c'est que j'ai eu des retours là récemment de clients. Je le prospecte, la personne ne me connaît pas. On prend un rendez-vous 4 jours après. Il arrive en rendez-vous. Comme du coup, après, du coup, j'ai une séquence de nurturing. Dès que la personne prend rendez-vous, j'envoie des emails avec du contenu, etc. En fait, le gars, en 4 jours, il est passé de inconnu à je te connais parce qu'il a vu mes vidéos, il a vu mon offre. La vidéo où j'explique, on va dire en détail mon offre, franchement, j'aurais dû la faire plus tôt, c'est ouf. La personne arrive en rendez-vous, elle sait déjà exactement ce que tu vas lui présenter. Du coup, elle arrive avec ses questions, tu vois, presque. Ça, c'est vraiment insane pour le coup. Ouais. Et après, c'est vrai que j'en parle à mes clients. Et pourquoi je fais de la prospection? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, en fonction de ta cible, qui ne regarderont pas tes vidéos dans tous les cas. Moi, je voulais bosser avec les meilleures agences marketing en France. Les agences marketing font déjà plusieurs millions. Malheureusement, le CEO, en vrai, même si YouTube, ça se démocratise et ça marche en B2B, je lui ai posé la question, il n'est pas sur YouTube, il est même pas sur LinkedIn. Et du coup, parfois, quand je veux des meilleurs clients, j'ai pas trop le choix que vraiment d'aller vers eux, on va dire. Nous, les grosses boîtes, quand je disais grosses boîtes, en vrai, même 1 million par mois, c'est pas tellement une grosse boîte, tu vois. Mais on a quand même Non. souvent, je te dirais maintenant, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui prennent des rendez-vous, une personne sur quatre fait un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois. Tu vois, donc typiquement, quand on dit 10, 20, 30 k, c'est pas grand-chose comparé à 1 million, tu vois. Donc on est des, on est des petits encore pour l'instant. Et tout simplement pour te dire qu'il y a du monde. Mine de rien, il y a du monde. Et parfois, si c'est pas les CEO, c'est par exemple les DSI de notre côté. Donc, ou parfois, c'est pas les DSI, c'est des employés qui vont nous référer aux DSI, qui après, ou sinon, nous référer aux personnes au board. Ils appellent ça les boards. Et donc, mais il y a du monde, Ok. mine de rien. Donc, point très important, c'est que même si c'est pas le CEO, c'est peut-être la personne en dessous du CEO qui va voir ton contenu et qui va te référer. Nous, ça nous arrive au quotidien. Ouais. Et en plus, pour les grosses boîtes, c'est également la personne d'en dessous qui va signer. Enfin, moi, je l'ai fait récemment et j'aurais pas dû. Les personnes, il est juste chargé marketing, il me semble. Où je lui demande si je peux parler au décideur. Il me dit, bah, en fait, c'est une grosse boîte. Si on bosse ensemble, peu importe le budget, c'est moi qui décide, tu vois. Donc, effectivement, en fait, quand tu parlais des grosses boîtes, t'as beau parler à des chargés de com. Si c'est des grosses boîtes, c'est eux qui signent, on va dire, c'est eux qui ont le budget. Non, clairement. Je suis d'accord avec toi. Faut essayer de toucher un peu tout le monde. En fait, faut essayer de faire les deux. Quand je dis les deux, c'est contenu et c'est prospection. Et faut essayer d'avoir le plus de personnes. Pourquoi? Parce que au final, c'est tellement dur de convertir. En fait, quand tu sais dans la pratique, tu vois, les gens vont te dire comment avoir 30 rendez-vous par mois. Alors oui, nous, on en a fait plus de 60. Mais on est un peu une exception à la règle, tu vois. Et le son, il marche pas bien? Peut-être? Non? Non, c'est bon. Non, non, je l'ai remis, mais c'est bon, je t'entends Ok. bien. Et du coup, je te disais que ouais, faut faire les deux, il faut bourriner. C'est tout. Faut bourriner. En fait, fondamentalement, pour acquérir des clients, t'as quoi? T'as les partenariats, ok? Donc, beaucoup de personnes oublient les partenariats, mais c'est extrêmement puissant. Nous, on a des partenariats et certains sont très qualitatifs, ok? Et je pense que c'est un axe de développement extrêmement puissant. T'as la prospection, donc prospection mail, prospection cold call et tous les autres prospections qu'on peut avoir, ok? T'as le contenu et t'as la publicité. Donc ça, c'est les 4 axes, tu vois. Et donc après, tu identifies en fonction de ces différents axes, qu'est-ce qui correspond le mieux à ton service, ok, et aux personnes que tu veux viser. Et là, tu fonces. Nous, on a foncé sur YouTube, et YouTube, c'est dans le contenu, et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Et je te dirais que tout ce Ouais, qui est prospection hardcore, mine de rien, la plupart des boîtes ont de la prospection. C'est-à-dire que tu as besoin de commerciaux. Voilà. 100%. De toute façon, tu prêches un convaincu, mais je peux que être d'accord. Et je veux juste revenir sur un petit point quand tu as parlé de no-code, low-code et code. Récemment, à cette même table, d'ailleurs, je me suis fait une nuit blanche parce que je voulais coder une extension un peu galère. Du coup, j'ai utilisé Bolt, etc. En fait, ce qui est fou, dis-moi si je me trompe, mais en fait, maintenant, même le code devient du no-code, en fait. Parce que si vraiment, comme moi, genre, je ne comprends strictement rien au code, bah, ce que je fais, c'est que je parle à Bolt, je parle à ChatGPT, et progressivement, il transmet, on va dire, ce que je dis en code. Je lui précise que j'ai 6 ans et que je ne comprends rien. Et donc, s'il y a un bug et qu'on doit inspecter l'élément pour voir où cliquer, je veux qu'il me parle comme si j'avais 6 ans pour le faire. Et en fait, le vrai changement aussi, c'est que maintenant, no code, tout le monde pouvait le faire. Low code, c'était accessible. Et maintenant, même le code peut être fait modulo. Il ne faut pas que ce soit trop complexe non plus, je pense. Mais Mais c'est ça qui est fou, juste. moi j'ai la vision inverse, dans le sens où oui, effectivement, maintenant tout le monde peut coder entre guillemets, mais c'est pas réellement coder.
c'est Naval Ravikant aussi qui le pointe, c'est qu'en réalité, coder, c'est réfléchir. C'est-à-dire que là, ta limitation quand tu utilises ChatGPT, c'est le savoir de telle bibliothèque ou tel JavaScript ou Python ou autre, tu vois. Ouais. Mais là, ce qui va faire la différence quand tu résous des problèmes, c'est ta réflexion, tu vois. Et ta réflexion, malheureusement, ChatGPT, il peut aider, hein. ChatGPT, moi j'ai acheté hier, j'aurais dû te dire ça en intro, mais ChatGPT O1 Pro, tu vois, qui coûte 200 € avec le Deep Ok. Research, et c'est giga puissant. Et quand je te dis c'est giga puissant, c'est parce que ça va rechercher sur internet, ça fait des réflexions, ça recherche sur un autre site, etc. Et même si ça prend 5 minutes, bah c'est giga puissant et ça résonne. Effectivement. Mais ce qui est intéressant avec le code, je pense que c'est surtout la réflexion. C'est pour ça que souvent, moi, même si je code effectivement avec ChatGPT de temps en temps, ce que je fais, c'est que je recopie à la main. Je recopie pas en copiant-collant, tu vois. Ok. Je recopie à la main chaque ligne, tu vois, parce que j'ai envie de savoir où ça va bugger. Ok. Alors, t'es en France, je sais pas si t'as accès. T'as l'opérateur ou pas Je crois pas. du ChatGPT 4? Non. J'ai même pas cliqué dessus pour te dire. Parce que ça, enfin, c'est de ce que j'ai vu, c'est vrai que même si c'est encore que le début, c'est que ça commence à être vraiment fou, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais souvent on a des technologies qui sortent, tu vois, mais l'impact que ça a n'est pas direct. Typiquement, j'ai fait des interventions de formation technique de personnes sur des personnes techniques, donc des ingénieurs et des ingénieurs tout simplement, et, et mine de rien, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Donc même si ça existe depuis 2 ans, il y en a qui se demandent mais pourquoi j'utiliserais l'IA. Pour moi c'est logique, tu vois, mais pourtant les ingénieurs ils se disent mais pourquoi utiliser l'IA. Donc il y a quand même une sacrée latence entre la sortie et l'utilisation. Euh, Dernière question, je pense, mais dans 6 mois ou dans un an ou dans 3 mois, peu n'importe, là, tu vas t'apprêter, on va dire, comme à passer la barre des recrutements. Ça dépend comment tu le fais, mais recrutement, c'est en général. Enfin, si tu bosses avec des freelances pour externaliser des projets, c'est du recrutement en soi. C'est juste que légalement, c'est peut-être pas un CDI. Comment t'abordes un peu ça, sachant que tu l'as encore jamais fait et c'est quand même un gros point qui, en vrai, on le sous-estime tous, on va dire, et c'est toujours plus complexe que ce qu'on pense. Alors, Comment t'abordes un peu ça? bah dis-toi que j'ai pris des notes, comme on avait dit sur ce point-là. J'avais noté sur un Google Doc. Donc premier point c'est trouver des gens. Ok, donc pour trouver des gens, nous ce qu'on va faire c'est LinkedIn, School, YouTube, Twitter. Ok, donc on va trouver des gens, on peut faire par exemple gagner 500 € si vous nous recommandez la bonne personne, ou 1000 € ou 2000 €, qu'importe. Et par contre, trouver les bonnes personnes, du coup, il va falloir les qualifier. Donc trouver du monde pour les qualifier. Et pour les qualifier, à mon avis, il va falloir voir leur portfolio. Ok, c'est au préalable. À mon avis, ce qui va être le plus important, c'est leur capacité de réflexion, comme je te disais, la capacité d'apprendre vite, parce que nous, on est sur un chemin qui change constamment. Et aussi, mine de rien, on en parle rarement, mais c'est à mon avis des points cruciaux, sa capacité à s'exprimer, qu'avec les clients ou avec nous, et la capacité à écrire, tu vois. Et je pense que ça, c'est des éléments qu'on va rechercher. Ouais, 100%. Et c'est qu'on n'en a même pas parlé pour la personal brand, mais même si ta personal brand et la mienne ne rapportaient aucun client, juste pour le fait de recruter facilement, c'est genre juste énorme. Tu vois, pareil, dans ton school, tu vas juste envoyer un message à 1100 personnes qui connaissent déjà les agents IA et ce que tu fais. Pareil pour moi, enfin j'ai déjà pensé, mais si un jour je dois déléguer les prospections, j'ai 600 personnes qui m'ont rejoint pour parler de prospection et qui savent ce que je fais, donc c'est juste beaucoup trop puissant. Et rien que pour ça, par exemple, c'est un des énièmes, on va dire, grands avantages dès que tu fais la création de contenu pour le recrutement. Non, clairement. Clairement, pour recruter, dis-toi qu'il y a même plusieurs personnes qui voulaient travailler pour moi sans même que j'ai voulu recruter, tu vois. Ils voulaient travailler pour moi en tant qu'employé, entre guillemets, tu vois. Mais moi, je suis en mode, ça peut être intéressant, mais C'est pas les meilleurs en général. c'est ça. Si Mais tu demandes déjà, c'est peut-être pas les meilleurs. Ouais. il y a ça, et il y a le point aussi, limite comme toi tu disais, tu réduis ta productivité quand tu as d'autres personnes. En fait, tu te dis fondamentalement que tu vas augmenter ta productivité, mais c'est Sam Altman qui le disait aussi, que quand on monte des équipes où il y a plus de personnes, au final tu réduis en pourcentage ta productivité. Donc il faut rester quand même petit, sharp, efficace. Moi, c'est ma vision en tout cas. Ouais, ouais, c'est 100%. Enfin, c'est que moi, c'est pour ça que je l'ai aussi mal vécu, on va dire. J'ai pris un freelance et même si sur le papier il me libérait beaucoup de temps parce qu'il crée les listes de prospection, il crée les campagnes, etc. La charge mentale de gérer s'il y a une erreur, en plus, dès que tu as une erreur et qu'il est peut-être pas assez compétent, ça te demande une énergie de fou pour justement réparer cette erreur-là. Tu pars en productivité, tu deviens plus en manager et c'est un vrai métier, on va dire manager. Et perso, c'est pas ce que j'ai envie de faire.
Ouais, 100%. Surtout pour toi, enfin, les profils sont tellement techniques, ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Après, moi là, je veux juste croître. Voilà, c'est vraiment la seule vision, tu vois, c'est croître. Ok. Donc s'il faut recruter, s'il faut un peu moins recruter, tu vois, on verra ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu donnes une importance à ta marge, la marge que tu vas faire, parce que elle peut vite dégringoler quand tu fais de la service pure et t'emploies des gens. Pour l'instant, bon, je pense que tu es tranquille. Pour l'instant, c'est pas un sujet pour toi. Pour l'instant, la marge, bah aujourd'hui, je pense qu'on est à 90% de marge. Effectivement, on a fait deux trois trucs pour optimiser, que ce soit en termes de coûts ou autre. Ok. Et est-ce que c'est un sujet par la suite? Oui, dans le sens où plus on va croître, plus la marge va être réduite. Ok. Donc, il faut trouver des moyens. Ça, c'est pas si facile que ça. On y réfléchit, on voit des axes. On en avait parlé en off et je vais pas forcément en parler. Mais ouais, faut réfléchir à comment optimiser sa marge en sens fiscalement, ok, parce que mine de rien, c'est un domaine extrêmement vaste et très compliqué. Et même si tu as des experts très bons, ça c'est vraiment un paradigme et ça m'énerve, c'est que tu as des experts extrêmement bons, super bien payés, et il y a une personne qui va te dire quelque chose, et la personne qui va te dire totalement l'inverse. Et là tu te dis, mais comment je fais moi? Qu'est-ce que je choisis, tu vois? Et du coup, ouais. En termes de marge, aujourd'hui, je pense qu'on est autour de 90%. Euh, et je pense que ça va petit à petit, effectivement, devenir de plus en plus petit. Mais comme on va chiffrer beaucoup plus, ça va aller aussi. Ouais, de toute façon, c'est toujours le rapport, hein. Enfin, en général, en fait, enfin, on se vante pas, entre guillemets, d'avoir des marges de 90% parce que ça veut dire qu'on est dans l'opérationnel. Enfin, moi aussi, je pense que j'ai la même marge. C'est pas une fierté parce que ça veut dire quoi? Que je vends mon temps, tu vois, en soi. Donc, c'est pas forcément l'objectif numéro un. Moi, je trouve que c'est un sacré flex, hein, parce que, mine de rien, en général, il y a beaucoup de boîtes qui font, je sais pas, des centaines de milliers d'euros. Mais au final, bah, il n'y a pas de marge derrière, quoi. Ce qui est tout simplement une configuration économique. Que ça soit payer les employés, ce qui est normal, mais en France c'est quand même sacrément élevé, que ça soit tous les coûts de logiciels ou les coûts physiques, etc., les erreurs possibles, ok. Si tu dois employer effectivement des experts comptables ou qu'importe, il y a tellement de coûts qu'au final les gens ils font plus de marge. Donc, même si tu fais du chiffre, je suis certain que si tu regardes 95% des gens ils font pas de marge, surtout en France. Non, je suis 100% d'accord, hein. Enfin, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, je trouve pas ça tellement pertinent de regarder la marge Ok. tant que t'as pas une vision de combien un client me rapporte si je ne le gère pas à 100%, dans le sens, forcément, là, mon client, il me rapporte 90% de marge parce que c'est moi qui m'en occupe. Mais le jour où je regarde vraiment ma marge, et en tout cas, c'est un vrai sujet pour moi, c'est le jour où soit je délègue avec une personne, soit alors je l'automatise, etc. Où là, j'ai une vision claire de mes coûts fixes, mon variable et ma marge. Parce que là, en soi, forcément, j'ai plus de marge si je travaille plus, mais c'est pas forcément l'objectif, tu vois. Et évidemment, je suis super aligné sur ça, dans le sens, je connais pas mal de CEO d'agences, et tu peux faire des CA alors, qui sont vraiment importants, et le problème, c'est que tu peux facilement avoir moins de 30% de marge nette à la fin, tu payes des impôts, tu as tout ce qu'il faut, et à la fin, on va dire, tu gagnes beaucoup moins que juste un solopreneur qui est un peu smart, quoi. Et ça, j'ai vraiment pas du tout envie de tomber dans ce travers-là, et ça va vite. Donc, ouais, c'est un gros sujet. Ouais. Moi, si j'avais un conseil pour toi, ce serait de juste foncer, tu vois, genre être un bourrin, de pas trop réfléchir, même s'il faut réfléchir, tu vois. Parce que je pense que tout ce qui est se dire recruter ou pas, oui, c'est des points, tu vois, c'est des points que je note, que tu vois que j'ai pris des notes, mais il faut juste plus de volume d'acquisition. Moi, à chaque fois, je me dis dans ma tête, j'ai deux systèmes, système d'acquisition et système de delivery. Donc, c'est des systèmes quand même complexes, mais tout le reste, bullshit, tu vois. Bullshit avant, je sais pas, avant effectivement il faut recruter ou d'autres éléments fiscaux. Mais le reste, c'est quand même du bullshit. Je prends le conseil à 100%. En Et plus, toi, si t'as raison, je m'étais noté ça, mais effectivement. tu aurais un conseil pour moi, ce Bah, serait quoi? déjà, je réagis au conseil que tu peux donner. Ok. 100%, et c'est vrai que il faut avoir ces périodes un peu, tu vois, où tu te poses toutes les questions du monde, etc. Et j'aime bien le faire, c'est un peu un travers, tu vois, parce qu'il faut pas que je fasse que ça non plus. Je l'ai fait, là j'ai mes réponses, ou en tout cas plus ou moins. Quoi, je me suis dit que là, dans les prochains jours, il fallait juste que je relance l'acquisition. Pour l'instant, mon problème, c'est vraiment un pur problème d'acquisition, parce que j'ai juste stoppé mon acquisition. Enfin, littéralement, je fais plus de setting, je fais même plus de prospection. Je pourrais avoir plus de clients, donc là, c'est juste un problème de gars qui était pas. Il n'y a pas trop les réponses, là, du coup, c'est bon. Effectivement, je suis d'accord, et je trouve ça très pertinent de voir juste deux systèmes, delivery, acquisition. En vrai, ça me suffit. Et si je vais avoir un conseil pour toi, faire vraiment attention à tout ce qui est, on va dire, RH et délégué, dans le sens, même si tu es dans un secteur qui est ouf avec l'IA, même si tu as une traction énorme,
le problème, c'est que dans ton modèle actuel, si on part du principe que tu peux pas dupliquer les services que tu fais à tes clients, etc., et que tu fais à chaque fois from scratch pour un nouveau client, au final, tu peux très très vite retomber dans une agence plus ou moins classique qui galère, qui a des problèmes de cash flow, qui fait 30% de marge nette. Dès que tu vas déléguer, on va dire. Il y a plein de manières de gérer ça et de le bypass, mais ça va très vite. Et t'as beau être un expert du scaling, etc. Quand t'as un modèle avec je te vends un projet, je te vends un TJM, c'est quand même c'est possible évidemment, mais tu peux très vite en tout cas te retrouver avec ce fameux CEO qui bosse beaucoup, qui gère beaucoup d'équipes et qui fait 30% de marge nette, et encore c'est gentil. Ouais, mais à mon avis, c'est un peu inévitable et que au final, l'argent, on le prendra soit à la revente, soit à d'autres endroits et en dividende, tu vois. Mais qu'on on sera en incapacité de, par exemple, si on fait 20 millions de chiffre d'affaires, de récupérer 10 millions, tu vois, c'est impossible avec notre business model. C'est dans tes plans la revente et t'y penses? Oui, non, Alors, dans très très longtemps, mais je veux dire revente partielle. envisageable. Revente partielle dans le sens où Ok. qu'est-ce que je vais faire sinon quoi? Ça sert à quoi que je revende dans 5 ans? J'ai 20 ans, à 25 ans, je vais faire quoi? Je fais que ça, je sais que je sais que travailler. Donc revente partielle. Ok. Tu, tu revendrais, ce serait pertinent pour toi si jamais tu as intégré, on va dire, des notions plus scalables. Parce qu'en vrai, revendre une agence, une pure agence de service, ça se revend quand même plutôt mal, entre guillemets. Ouais. À part si t'es vraiment bon, t'as énormément de systèmes et d'employés, là ça peut bien se vendre. Mais nous, comme on a l'aspect un peu technologique, start-up entre guillemets, on vend aussi de la techno. Donc je pense que ça se revend très bien. Ouais, pour le coup, je suis d'accord, parce que justement, j'ai parlé avec pas mal d'autres fondateurs d'agences qui lancent et qui disent ouais, moi je fais ma revente, etc. Mais je te jure que si tu as une agence pure, même si tu as vraiment du vrai récurrent, je me rends pas compte combien tu peux vendre une agence classique qui fait 30% de marge et qui fait, je sais pas, 10 millions par an. Mais c'est pas ouf. Et crois-moi que. Enfin, pour ceux qui font une agence, si tu fais une agence, c'est que tu cherches pas à la revendre, quoi. C'est que tu veux du cash flow récurrent, etc. Mais Avec une agence classique, en tout cas. ouais, après, je pense qu'il faut aussi beaucoup s'amuser dans le sens où moi je kiffe ce que je fais. Dans le sens où, tu vois, il faut réfléchir en permanence. S'il faut faire des stats, des maths, du code, je trouve ça trop cool. Tu vois, je suis pas forcément le meilleur, peut-être que je suis bon ou pas, mais en tout cas, je trouve ça trop cool. Et pareil, si tu fais du marketing, je pense qu'il faut t'amuser, tu vois, faut faire de la relation avec les clients, faut faire des trucs qui font du bruit et tout, tu vois. Parce que sinon, après, tu vas être trop bloqué. Ça, je pense, typiquement, tu vois des gens, tu peux avoir quelques clients, tu vois, et c'est cool, hein, c'est mieux qu'avoir un job. Mais si tu kiffes pas en mode j'ai envie de tout niquer chaque jour, tu seras pas en capacité de scaler à mon avis. À part si, genre t'as vraiment la haine. Peut-être si t'as vraiment la haine, tu scales anyway. Comment tu t'amuses, toi? Parce que moi, j'ai l'impression de vraiment bien m'amuser dans mon. Ouais. D'ailleurs, peut-être un peu trop, donc c'est pour ça peut-être qu'il faut que je resserre un peu les vis, mais moi je m'éclate pas mal. Toi, comment tu t'amuses? Bah moi je m'amuse sincèrement, juste résolution de problèmes. J'ai toujours été addict. Je pense que j'ai un peu plus de 10 000 parties sur chess.com. Et donc c'est vraiment, je suis addict. On va en faire une d'ailleurs, on va juste après le podcast, on va faire Ah, ça une marche. rapide partie. On se fait une petite partie, let's go. Hop. Du coup, de toute façon, je pense qu'on a. Alors évidemment, on fera peut-être d'autres épisodes et enfin, on pense même à lancer un podcast à deux. Donc si jamais on va Ouais. dire, vous avez trouvé ça intéressant, mettez-nous des retours en commentaire sur ce qu'on a abordé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir autant partagé. Je trouvais ça ultra intéressant de t'inviter maintenant. Où on va dire que tu es vraiment au point de bascule entre là, c'est bon, genre, tu sais exactement là où tu vas aller, ce qui va se passer. Évidemment, je pense que je vais faire pas mal d'épisodes après où on va dire, je réinvite l'invité, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, pour voir un peu ce qui devient. Je trouvais ça intéressant de le faire surtout avec toi, parce que je pense que ça va aller très très vite. Ouais. Merci encore. Est-ce que tu as un mot de la fin? C'est la pire question, donc Ouais. je mets modulo. J'ai Qu'est-ce que totalement tu un aimerais mot de dire? la fin. Les gars, j'ai Ok, une formation enfin, sur t'es le comment seul, devenir très riche fort. avec l'IA. Achetez-la, s'il vous plaît. Sinon, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Donc, merci. J'aurais aimé qu'à la fin, après tout ce qu'on a dit, en fait, tu dises que tout ton CA, en fait, 90% c'est de la formation IA. Il Ah ouais. t'explique, je sais pas comment. Mais je pense que malheureusement sur C'est une YouTube. blague. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Attends, mais disclaimer, parce que si les gens ne connaissent pas, il n'y a pas de formation. Mais tu mettras ma chaîne, de toute façon, je sais pas, peut-être dans la description. Je la mettrai. Carrément. Écoute, je mettrai ta chaîne et. Ouais, je mets ta chaîne. C'est ce Ça que je marche. préfère. Ouais, ouais, let's go. Hein. Mais ma chaîne, ça me Nickel. fait plus de trafic, ça me fait Parfait. plus d'argent, les gars. Y a pas de souci. Nickel. Écoute, merci beaucoup. Ciao, ciao. Puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Mais non, mais il est con.